Venu à l'heure. Euh, on va bientôt commencer l'événement, mais d'abord on va commencer par présenter rapidement Sartine-Saclay. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'association des étudiants entrepreneurs de l'Université Paris-Saclay. On est présent dans tous les établissements et notre but est de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'université. Donc ça passe par notre newsletter que certains d'entre vous doivent recevoir et par l'organisation d'événements comme celui-là. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thomas Boudalier, Bonsoir. Fondateur de Neolane, qui a été revendu en 2013, c'est ça ? 2013, oui. 600 millions de dollars à Adobe. Donc, tout à fait, ouais. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc Nestor, c'est... qui va m'aider. Du coup, je suis l'un des relais locaux et puis on va je animer vais ensemble Voilà. cette conférence. Donc moi j'ai le petit, hein, c'est ça ? C'est ça. Ouais, ok. Vous voulez le gros Ouais, je peux m'allonger, non ? Faire comme ça, ouais. On va faire un interrogatoire. Voilà. si tu veux. Donc on va commencer. Si vous pouviez nous parler un petit peu de votre parcours d'abord. Ouais. Bon, on va essayer de garder ça interactif. Donc on a préparé plein de questions super précises avec un minutage. Donc on va évidemment suivre ça totalement. Moi déjà, je voulais vous remercier d'être là. Et puis moi j'aime bien toujours, dans une audience, essayer de partager un peu cette aventure. Je suis plutôt presque un témoin de quelque chose. Et ce quelque chose, j'aimerais que ça se multiplie. Donc je vais vous dire un petit peu, peut-être une lecture, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a fait, etc. Donc si vous parlez de moi, d'où je viens, alors on va passer les dinosaures, tout ça, on va aller un peu plus loin. Donc moi j'ai un parcours une école d'ingénieur, Centrale Paris pour la nommer, mais je suis geek depuis tout petit. Moi j'ai vécu, alors maintenant ça va vous faire tout drôle, mais j'ai vécu l'informatique fin des années 70, début des années 80. Donc alors à l'époque j'ai commencé sur une TI 57. Une TI 57, ça vous dit rien du tout, il y avait 50, on appelait ça des pas, c'est 50 octets. Je n'ai pas parlé méga, kilos, c'est octets, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc l'informatique, j'y suis venu presque par passion tout petit, où c'est que ça n'existait même pas. Enfin, on nous regardait comme des gens bizarres, en fait. Et donc, un petit peu bon en maths et tout, donc j'ai fait des études, bac C, puis après école d'ingénieur, prépa. Moi, je suis prépa, on me dit, tiens, est-ce que tu veux aller Ulm, des trucs comme ça. Je ne savais même pas ULM, je croyais que c'était les avions, comme parlait de rue d'Ulm. Bon, j'ai eu un parcours comme ça d'école d'ingénieur, donc école centrale. École centrale, j'ai rencontré plein de gens comme moi, en fait. Il y avait les normaux, les gens qui font du BTP, tout ça, mais il y avait le petit cœur des geeks. Donc c'était marrant parce qu'on s'est naturellement retrouvés. Des signes, je pense qu'il y a un petit peu tout ça. Donc évidemment, c'était centré sur le jeu vidéo, je vous rassure tout de suite. Le club informatique, c'était un repère où on jouait aux jeux vidéo. Puis on faisait aussi un peu de programmation et tout. Et donc moi, j'ai rencontré des gens dans ce cadre-là, en fait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les études, c'était une époque où moi je devais un peu gagner ma vie, donc j'ai fait quelque chose qui est amusant. Je ne sais pas si ça existe toujours, on avait une junior entreprise. Ouais, ça existe. Et ça, c'est quelque chose qui est un tremplin qui était intéressant. Pourquoi ? C'est la première fois que j'ai vu ce que c'est qu'une entreprise en vrai. Il y avait un aspect intéressant, c'est que ça me permettait de gagner de l'argent, mais la première fois qu'on est confronté au monde de l'entreprise. C'était intéressant parce que je pense que les mentalités ont changé, mais quand on fait ses études, on est gamin et tout, on ne sait pas ce que c'est qu'une boîte. On pense, moi ça m'amuse, mais mes gamins, je rentre, ils disent que tu as fait aujourd'hui au boulot, alors je leur montre des vidéos, on a fait des conneries, tout ça, ils disent, mais vous bossez en vrai ? Mais à l'époque, nous quand on était petits, je parle de l'époque comme un vieux maintenant, mais on se faisait une idée de l'entreprise, on ne sait pas trop, soit on était un parcours un petit peu, je dirais, scientifique, rationnel, on pense que l'entreprise c'est quelque chose qui roule au cordeau, qui est super rationnel et tout. On se fait cette image de quelque chose qui est complètement une horloge qui tourne. Que nenni, c'est un vrai bazar, c'est des humains, c'est de l'humain avant tout, donc c'est des process qui sont cassés les 3/4 du temps, c'est plein de choses. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc comment, effectivement, concilier le désir de faire quelque chose et la réalité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après pour donner un peu de lumière ? Alors, je suis d'une époque où on avait encore le service militaire. Donc ça, vous pouvez vite calculer un petit peu ce que ça donne. C'était un peu les derniers, mais j'ai dû faire mon service militaire et du coup, j'ai travaillé pour un labo du CEA, en fait. Donc, alors c'était marrant parce que je dis l'armée, j'ai fait juste mes classes, mais je me suis retrouvé dans un centre de recherche qui est le CEA, c'était Direction des applications militaires vu que c'est CEA, mais dans un labo de géophysique. Alors c'est marrant parce que la géophysique, c'est du détection de tremblements de terre, des choses comme ça. Et je suis un peu venu à l'informatique, entre guillemets, temps réel. C'est-à-dire de la détection de signal avec de la capture, etc.
Alors oui, une chose importante que j'ai oublié de mentionner, à Centrale, on avait également, je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, l'obligation, un stage à l'étranger pour valider le diplôme. Et je ne sais pas si ça se fait dans les écoles du plateau, là, généralement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante. Alors, j'ai eu l'occasion aussi d'aller aux États-Unis pendant un an, bosser dans un centre de recherche IBM. Alors, IBM, pourquoi? En 90, ils ne passaient pas encore pour des ringards totaux. Enfin, bon, je dis ça, il n'y a personne d'IBM, là. Et on avait un prof qui était d'IBM. Donc, c'était intéressant d'aller au centre de recherche, qui a un gros centre de recherche à Yorktown, qui est sur la côte Est. Alors, pour la petite histoire, c'est là que travaillait, par exemple, Benoît Mandelbrot, celui qui est connu pour les fractales. Donc, je l'ai croisé dans les couloirs, des trucs comme ça. C'était rigolo, parce que c'était IBM, mais pas vraiment. La petite anecdote que je peux partager, c'est quand on était là-bas, les gens disaient, ils parlaient du reste IBM, ils parlaient de real IBM, dans le sens où là, c'était tous les gens bizarres, genre ils marchaient pieds nus. Il y avait un petit peu cet esprit qu'on associe beaucoup à la Silicon Valley maintenant, il y avait un petit peu de ça. Même si c'était la côte Est, hein, c'est-à-dire 1 mètre de neige l'hiver, il fait froid, tout ça, hein, c'était pas la Californie. Mais quelque part, une expérience d'une grosse boîte quand même, une expérience des États-Unis. Donc après ça, j'ai dû revenir pour le service militaire, deuxième expérience d'une grosse boîte, et l'un dans l'autre, j'avais pas envie de bosser dans une grosse boîte. Pas envie, entre la junior entreprise, une certaine autonomie, même si je faisais des missions, etc. Et c'est là qu'il y a un concours de circonstances où j'avais d'autres personnes que je connaissais, et finalement, en revenant comme ça du service militaire, on a essayé de démarrer quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des circonstances, c'est-à-dire qu'il y a une part de hasard. Enfin, la vie, vous le savez, hein, c'est plein de choses qui se produisent, qui ne se produisent pas. Je ne vais pas vous faire la théorie du multiverse, hein, où tout se produit de partout, mais globalement, il y a des opportunités, puis on les saisit pas, puis ça fait qu'on part dans un chemin. Donc moi, c'est un peu ces expériences à l'étranger, des gens que j'ai rencontrés, une sensibilisation un petit peu au travail autonome par les jeunes entreprises. On a dit, on va créer une boîte. Puis on a démarré. Ce qui a aidé ici, qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a démarré cette boîte, donc avec un de mes associés, enfin plusieurs associés, mais un de mes autres associés, qu'on a un parcours très similaire à Stéphane Dehoche. Lui, il avait fait son service dans un autre labo, je ne sais plus où, mais labo militaire. On a ramené les labos comme clients de la première boîte. Parce qu'ils avaient bien aimé ce qu'on a fait, on a réussi à les ramener comme clients. Et la boîte qu'on a démarrée, c'était plutôt du service, on faisait du développement à façon. Donc en fait, on faisait ce qui s'appelle une société de service. Mais rapidement, on a voulu, parce qu'on est des ingénieurs, créer quelque chose de réutilisable. Rapidement, on a eu ce problème qui est, on a des clients qui demandent plein de choses différentes, mais quand on les regarde du même axe, en fait, c'est un peu la même chose, et si on pouvait commencer à capitaliser. Donc on est venu à avoir une approche ingénierie de créer ce qu'on appelle un framework, en tout cas un socle réutilisable. À l'époque, je vous en parle, on était début des années 90, il n'y avait pas encore l'émergence de l'open source comme on a, des tas de briques de commodity. En gros, il n'y avait quasiment rien. TCP/IP, ça existait à peine. Enfin, il n'y avait pas la stack TCP sous Windows, elle n'existait pas, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Et puis les Unix, il y en avait de partout, ce n'était pas Linux qui avait gagné, on avait HPX d'un côté, ça s'appelait même pas Solaris, c'était encore SunOS de l'autre côté. Donc c'était un vrai bazar, mais les clients avaient une infrastructure très très disparate. On ne se rend pas compte aujourd'hui, je dirais la monoculture, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les camps se sont alignés, on a le monde Linux, le monde Windows, c'est quasiment du duopole et c'est tout. Et l'open source, il est dispo partout, et voilà. À l'époque, c'était très très éclaté. Donc pour des gens qui voulaient adresser des clients larges, on avait ce problème il manquait une couche d'abstraction qui isole un peu. Donc on est venu sur cette couche d'abstraction. En fait, on a commencé à créer ce qu'on pourrait appeler un AGL, à l'époque, atelier de développement de génie logiciel, mais du réutilisable. Et parmi un des clients qu'on avait, c'était une société qui s'appelait Appsilog, elle avait un produit sous DOS, et on a vécu, nous, la transition, là je parle des histoires de guerre, hein, la transition de DOS vers Windows. Et on s'était un peu spécialisé pour aider les gens à réécrire leurs applis sous Windows. Et on avait un peu une spécialité sur le marché, enfin, marché petit. Hein. Et cette boîte qui avait ce produit, elle nous a contracté, enfin, je parle trop anglais, elle nous a sous-traité la réalisation de ça. Mais on a été assez smart, on a gardé la propriété intellectuelle du cœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le droit sur le code qu'on crée, on l'avait toujours. Et cette société elle-même, en 1995, et c'était parmi les premières vraiment en France, a décidé les États-Unis et fait appel à du capital risque. Donc je vous resitue, 95, capital risque, je pense que vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous parliez de ça, personne ne savait ce que c'était quasiment, même nous on ne savait pas trop. Et donc c'est également cette rencontre qui a fait qu'on a eu l'opportunité, en fait, on s'est retrouvé pris dans un phénomène qui est aller aux États-Unis, lever du capital risque.
On ne l'a pas forcément cherché en tant que tel, mais on s'est retrouvé pris là-dedans. Et ce qui était intéressant, une société indépendante, et cette société Apsilog s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la propriété intellectuelle de son produit, parce qu'on avait réussi à garder la propriété. Donc on a entrepris des discussions pour fusionner. Donc la petite boîte qu'on avait créée qui est du service, on a fusionné avec un éditeur de logiciels. Donc ça, c'est la première fois qu'on est arrivé vers vraiment de l'édition de logiciels. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, société de service versus édition de logiciels. Bon, la chose, elle est simple, c'est que le modèle de vente, c'est le même produit qu'on essaie de vendre à tout le monde. On ne fait pas du développement sur mesure, client par client. Et le mode à l'époque, c'était ce qu'on appelle de la licence. Donc les clients, ils achètent une licence, ils payent et voilà. Alors, on ne vous parle pas de ça, c'est tout à l'époque. Hein. Le cloud, ça n'existait pas du tout. Donc de la licence traditionnelle. Donc, première exposition vraiment au marché américain, où on se met à vendre aux États-Unis. Donc on crée une filiale. D'ailleurs, c'était intéressant, c'était à San José, sur la côte ouest. Alors, petite histoire, San José, Paris, Californie, c'est loin. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà l'occasion d'y aller. C'est loin par la distance, porte à porte, entre les taxis, les machins, mais 22 heures, je ne sais pas combien. 9 heures de décalage horaire. En gros, si on ne bosse pas avec des horaires à la con, on a 1 heure de recouvrement à tout casser. Donc, bosser avec des gens en Californie, ce n'est pas forcément évident, si on essaye d'avoir des horaires à peu près normaux. Toujours est-il que c'était une première expérience aux États-Unis. Donc, on a commencé à voir du marketing local et tout, en tant qu'Apsilog. Et on a attiré l'attention d'un autre acteur sur le domaine, qui est une société qui s'appelait Peregrine Systems, elle-même cotée au Nasdaq. Donc là également, c'est quoi une société de soft cotée au Nasdaq? Moi, vous me demandiez en 95, je ne savais pas du tout. Donc là également, attirer un acteur américain. Et donc, il y a eu un premier rachat en 97. Il se trouve que moi, personnellement, et Stéphane et mes associés, on était actionnaires du groupe. Donc on a eu une première sortie, où quand cette société Apsilog a été rachetée, à l'époque, c'était un chiffre 29 millions de dollars, qui était quand même assez pas mal. Donc on avait, moi j'avais quelques petits sous. Bon. Alors j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai dit, les actions c'est super, je les garde, je vous ferai grâce des détails, le cours est monté, il s'est effondré. J'aurais déjà pu être riche à l'époque. Bon. Mais quelque part, 97, et puis cette société américaine rachète et tout, et on se retrouve pris dans un engrenage gros. Donc c'était intéressant parce que ça donnait une dimension. Quand nous, on a démarré notre boîte en 92, on était 3-4. Au moment où Apsilog a été racheté par Peregrine, on était une 150. Peregrine a fini sur 3000 personnes de partout. Donc on a vu un peu cette courbe-là, avec plusieurs points d'inflexion, avec des choses qui fait... je dirais, il y a un peu comme le syndrome de la grenouille. Vous connaissez la grenouille dans la casserole d'eau? Je pense que tout le monde connaît cette analogie, non? Vous la donnez, vous avez une grenouille, vous la mettez dans une casserole d'eau froide, vous la mettez sur la plaque, vous chauffez, la grenouille se laisse cramer. Par contre, vous prenez une grenouille, vous la balancez dans une casserole d'eau chaude, elle se barre. Donc nous, il y a eu un peu la grenouille indirectement, on est resté 4 ans, puis c'était devenu de plus en plus compliqué, mais à un moment, on en a eu marre, on s'est barré. Dans la mesure où les centres de décision étaient aux États-Unis, c'était compliqué. Donc en tant que fondateur, parce que dans l'âme avec Stéphane et à l'époque, là, principalement, on était tous les deux, on aime bien créer, et on s'est retrouvé des petits rouages dans un gros dispositif. Donc on a décidé de redémarrer. Et donc c'est là qu'on a fondé Neolan en 2001. Donc Neolan, je me rappelle la séance dans un café où on dit comment on va appeler la boîte. Alors on a fait bon, ça c'est rigolo, hein. Comment vous trouvez le nom d'une boîte, c'est marrant. Hein. Alors, petit conseil, on a essayé de trouver un truc qui se prononce à peu près dans toutes les langues, qui n'est pas offensant dans certaines langues. Parce que des fois, vous prenez des trucs, vous pensez que c'est bien, mais en fait, dans une langue, ça veut dire genre trou du cul ou je sais pas quoi, donc il faut éviter ça. Vous faites attention à tout ça, que ça se prononce bien et que ça fasse bien. Alors, sur la petite histoire, après, on a certains, j'ai des copains, ils disaient Neolan, drôle de nom pour un âne. Bon, on fait grâce des détails, après, on peut toujours trouver des petites choses. Voilà, donc le nom. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'était marrant, là aussi, une petite anecdote que j'ai déjà partagée certaines fois. On s'est retrouvés, puis on dit, bon, on va faire un truc, mais qu'est-ce qu'on fait? On se gratte la tête. Alors, le premier truc qui vient, tout le monde fait pareil, c'est on va faire la même chose que dans la boîte d'avant, mais en mieux. Premier sujet. Puis après, on a réfléchi un peu, puis on est tombé un peu par hasard, on a réfléchi sur ce sujet ce qui ne s'appelait pas à l'époque le marketing digital. Parce que je pourrais faire un petit side-track. En fait, quand on a vendu notre boîte en 95, on a gardé la partie service dans une coquille où on était toujours actionnaire, mais on ne s'en occupait pas. Et cette partie, c'est là où il y a Stéphane Dietrich, un des 3e fondateurs de Neolan qui était. Et quand on a quitté, là il faut que je fasse le diagramme avec les mains, mais quand on a quitté Peregrine à l'époque, on s'est remis sur cette petite structure. En fait, on est reparti sur cette structure-là
parce qu'on était toujours les actionnaires, et on a redémarré, on a ressorti la propriété intellectuelle. Mais dans cette structure, il y avait quelques projets qui continuent à faire du développement sur mesure, donc société SS2I. Il y avait un projet qui était l'embryon du premier outil de gestion de contenu, email, un petit quelque chose pour un spécifique. Puis après ça, on dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là. Et en fait, parmi tous les projets qu'on avait, on dit, tiens, celui-là, il y a peut-être quelque chose. Alors, également, vous pouvez vous dire, celui-là plutôt qu'un autre, il y a une part de chance. Je me souviens, on a voté, et pour l'anecdote également qu'on partage, c'est que Stéphane Doche, qui était après le CEO de Neolan, lui, il n'a pas voté pour ce projet. Mais il s'est rangé à l'avis du groupe, et puis on a démarré là-dessus. Donc Neolan, fondé en 2001, alors je vous rappelle un petit truc amusant, en 2001, donc 2000, l'explosion de la bulle, d'accord. Donc hop, c'était un peu morose le climat, et puis on a réussi à faire une levée de fonds. Donc là, on avait été exposé au capital risque par l'histoire d'avant, et donc on a fait les pitchs, etc., pour lever de l'argent. Donc on a vu plein de trucs, plein de gens, il y en a plein qui n'ont pas voulu investir. On a réussi à quand même lever de l'argent. Alors, il se trouve, et là vous voyez, il y a toujours une approche de chance où l'histoire, le passé, a toujours une influence sur le futur. Des VC qui ont investi étaient des VC qu'on connaissait par Apsilog. Donc en fait, il y a une notion de connaître les gens. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est le réseau compte. Enfin, le réseau. Ce que vous faites maintenant pourra avoir un impact plus tard. N'hésitez pas à cultiver les gens, les relations. Vous ne savez pas quand ça pourra servir. Voilà, des opportunités peuvent venir parce que les planètes s'alignent et l'impact, il est 3-4 ans plus tard. En tout cas, on a réussi à lever de l'argent comme ça en 2001, mais vraiment, juste avant le 11 septembre. En fait, il y a eu le rideau de fer était en train de tomber, on était en train de finir des closings et tout. On a vendu juste avant. Et alors après, je peux vous dire que démarrant en 2001, 2002, parce qu'en France, l'effet de la crise, c'est pas faire sentir tout de suite. Aux États-Unis, ça c'est quelque chose. J'ai appris, les cycles sont très courts. Ça merde, c'est l'enfer total et ça va mieux, ça va très vite. En Europe, les cycles sont beaucoup plus amortis. À la fois, l'effet se fait retard et le mieux va plus tard. Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé en 2002 en plein dans le trou. 2002, c'était la traversée du désert. C'était pas évident. Et indirectement, ça a presque forgé le caractère. C'est-à-dire que là aussi, l'adversité a du bon. C'est là que les process, l'efficience se met en place. Moi, je vois des boîtes qui lèvent plein de cash d'argent aux États-Unis. Je trouve que trop d'argent, je pense que ça les rend pas efficaces. Et limite, on a eu sur notre domaine des concurrents plus tard qui avaient levé des grosses sommes, qui n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que c'était tellement l'abondance qu'ils n'arrivaient pas à bosser de manière efficace. Moi, je le vois, c'est en tout cas ma perception, est-ce qu'elle est vraie ou pas Mais on a eu ces années 2002-2003 qui étaient quand même un petit peu difficiles. On a même, et ça c'était intéressant, certains des salariés qu'on a embauchés, on voyait la courbe de trésor qui allait à la cave. Nous, les fondateurs, on a arrêté de se payer. On a même proposé à certaines personnes de baisser le salaire et en promesse de quelque chose plus tard. Quasiment tout le monde a pris. Et ça nous a permis de traverser ce passage bas qui était difficile. Et ces gens-là qui avaient pris ça, ils avaient des options à la place. Je pense qu'ils se sont très bien retrouvés. Mais que le groupe soit soudé dans l'adversité, je pense que c'est un élément essentiel. Ça, c'est quelque chose que moi, je retiens vraiment de ces années-là. Un alignement et agir comme un groupe pour l'intérêt du groupe et pas chacun avec des intérêts individuels. Ça, c'est important. L'autre point que j'ai pas forcément cité, quand on a fondé Neolan, on était 4 en fait, plus un 5e qui était plus minoritaire, mais on était 4 et j'en ai retenu une chose, la complémentarité des individus. Moi, je m'occupais vraiment, je suis l'homme du produit. Le produit, je suis le geek, moi je code, tout ça, enfin bref, voilà. Un qui était plutôt vente, plutôt stratégie, plutôt marketing, et que chacun n'essaie pas de marcher sur les pieds de l'autre, mais également que chacun donne une lumière différente sur le boulot de l'autre, donc cette complémentarité. Ce qui est bien aussi, quand on est 4, donc être plusieurs fondateurs, on part en vacances, si on ne part pas les 4 en vacances en même temps, parce qu'on n'est pas complètement con, au moins les autres sont là pour faire tourner la baraque, donc on peut vraiment se détendre, on n'est pas toujours sur le qui-vive. Et c'est vrai qu'un fondateur qui est tout seul à la barre et qui n'a pas de gens sur lesquels il peut se reposer, je pense que ça doit être beaucoup plus stressant. Donc j'en retiens des années difficiles, on bossait comme des tarés, mais pas un stress de quoi sera fait demain. C'est-à-dire que savoir que si on veut souffler un peu, on n'est pas tout seul. Ça, c'est important. Donc c'est un conseil que je devrais donner, ne crée pas quelque chose tout seul. Alors c'est toujours difficile de trouver le ou les bons partenaires qui vous entendez, parce que si on se fâche, ça peut devenir difficile, etc. Mais je pense que ça a été un élément clé de l'aventure Neolan, ça a vraiment joué beaucoup.
Non seulement ça, et les points de vue qui ne sont pas exactement les vôtres, mais qui vont vous permettre d'optimiser les 5 ou 10 derniers pourcents, mais qui vous donnent un facteur 2 en finale. Tiens, t'es con si t'avais vu ça. Ah bah oui, zut, c'est dommage, j'ai pas vu ça, et hop, on fait autre chose. Que ce soit sur son domaine, sur le modèle de vente et tout. Moi, le modèle de vente, c'est pas mon point, mais à un moment donné, technologiquement, j'ai dit, alors je vais vous donner illustré, je pourrais dire ce qu'on faisait, hein, je pense que c'est une des questions, ce qu'on faisait chez Nolan, tout le monde se pose la question, mais on avait un modèle de vente, en fait, soit chez les clients, ce qui s'appelle maintenant on-premise, soit dans le cloud. Dès 2003, on avait à l'époque, ça s'appelait de l'ASP, hein, ça ne s'appelait pas du SaaS, mais on a démarré des serveurs, etc. Et en fait, nos clients, ils avaient un problème, parce que soit ils mettent tout chez eux, soit ils mettent tout dans le cloud, et ils étaient embêtés. Enfin, ça ne s'appelait pas le cloud. Et moi, techniquement, à un moment, on inventé un mode hybride, où le client, il avait un bout chez lui, un bout dans le cloud, et les deux sont nativement connectés en web service. Et ça, c'est une innovation technologique, mais qui a, en termes d'impact business, nous a donné un avantage concurrentiel très fort. Vous voyez, où le fait de dire, tiens, si on faisait ça, puis l'autre il répond, ah oui, super, si je vendais de cette manière-là, j'ai un avantage super par rapport aux concurrents, parce que tel client, il ne veut pas tout mettre, mais ça l'emmerde d'avoir des serveurs 24/7 chez lui parce que c'est de l'Internet. Voilà. Donc, en fait, ce brainstorm entre la technique, le business model, les gens, enfin, tout s'amplifie et permet d'aller peut-être plus efficace. Donc, voilà l'aventure. Alors, peut-être une des questions, hein. Vous allez animer beaucoup là, je pense. Hein. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous allonger là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je ne sais pas si vous voulez une des questions, mais sinon je peux. Moi, on me démarche. Mais en fait, juste, je ne sais pas si. Ah ouais. Faudrait peut-être réveiller l'écran. Ouais. Vous pouvez tous poser les questions que vous voulez pendant l'entretien. Donc là, on relance pour que. Pardon ? On fera tourner des microphones plutôt. Ouais, qu'utiliser sinon, tout Tu ça. préfères faire tourner le microphone ? On est suffisamment. Ouais, on est Ouais, suffisamment peu nombreux pour que. je- Donc on abandonne l'idée de Twitter, ça sera Ah ouais. pour la prochaine fois. D'accord. N'hésitez pas à Si poser vous avez des des questions, Ouais, vous levez la main et. Ouais, sinon on le fait en interactif, j'ai- après je peux j'ai- parler. Ouais, vas-y. Non, en fait, les États-Unis, c'était juste mon stage de fin d'études, et j'avais le service militaire, donc je suis revenu en France. Donc, j'ai eu une expérience aux États-Unis, mais je n'ai jamais, j'ai jamais été citoyen, etc. Enfin, j'ai passé 13 mois, ce qui m'a permis finalement une acculturation, enfin, réussir à parler anglais. Et les Américains, enfin, je le cite, enfin les Américains, la culture anglo-saxonne, on pense qu'on la connaît, les Américains, parce qu'on est inondé de films et tout ça. On regarde tous les films et séries, on pense qu'on les connaît. Mais en vrai, quand on vit chez eux, ils ne pensent pas complètement pareil. En surface, on pense que c'est pareil, mais il y a des rouages internes qui sont très différents. À la fois sur les facteurs de motivation, comment les gens travaillent ensemble, etc. Je pense que c'est un peuple qui est très soudé, mais beaucoup plus individualiste. On pense que nous, les Français, on est très individualistes et tout, mais en fait, on a un sens de la communauté, enfin, de travailler ensemble qui est peut-être plus fort. Je le perçois comme ça. La loyauté d'un employé pour son entreprise, je pense, est beaucoup plus forte ici qu'aux États-Unis. Un peu dans la même veine, du coup, est-ce que vous travaillez encore chez Neolan? Alors, juste... Neolan, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va continuer. Donc, Neolan, une aventure, donc le passage à vide en 2003, difficile, à tel point qu'on se dit, tiens, on va arrêter de faire ce qu'on fait, on va faire autre chose. On voyait la courbe de cash qui descend, mais on avait donc démarré. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Ça ne s'appelait pas encore, mais c'est du digital marketing, c'est-à-dire, en gros, je peux parler technique et tout, un système dans lequel on réussit à mettre des données sur les clients, donc pour du marketing, donc les contacts, et la capacité de faire des campagnes marketing, principalement de l'email. Vous recevez des emails commerciaux dans votre boîte aux lettres, je vous garantis que la moitié viennent du code que j'ai écrit. C'est-à-dire la partie MTA et tous les SMTP, enfin, que j'ai toute mon équipe. Mais donc on a démarré sur la gestion de campagne dès le début de l'email et le SMS. Donc ça nous a permis, parce que les entreprises, il faut bien voir, l'Internet, avec la DSL début des années 2000, cette transformation où le consommateur il bascule sur l'Internet, elle s'est faite dans cette décennie 2000 à 2010. Et les entreprises n'ont pas eu le choix. Il y a beau y avoir la crise 2000-2002, les entreprises n'avaient pas le choix. La transformation digitale, ils se la sont prises dans la tronche, ils n'ont pas eu le choix. Et nous, on a eu, quelque part, le produit adapté, en tout cas sur le marché français, au bon moment. Donc on a commencé petit, des petits clients, mais rapidement, on a pu vendre à des marques du genre Voyage SNCF, La Redoute, etc., parce que finalement, on était quasiment la seule plateforme sur le marché qui permettait de faire ça. La concurrence était sur le marketing d'avant, marketing papier. Nous, on était vraiment une des premières plateformes digitales natives, c'est-à-dire on fait l'email nativement, etc. Donc toute la partie qui permet de
constituer la base client, y compris les formulaires sur le web où vous mettez vos coordonnées, la newsletter, l'exécution en masse, etc. Et après, on a étendu le scope sur tout un tas d'autres choses. Donc, il y a eu, je ne vais pas dire la fadaise du social, mais le social, ça ne marche pas aussi bien, en tout cas, la vague on a fait du social. On a fait d'autres canaux, là, le push sur les applis, ça c'est important. Et après, on était en train de s'étendre sur ce qu'on appelle l'inbound, l'entrant. Non seulement on vous envoie un message, mais c'est quand vous allez, par exemple, sur une page web, vous proposez la bonne offre en tenant compte de ce que vous êtes en train de faire et de ce qu'on sait de vous. Donc oui, on sait tout sur vous. Donc le respect des données privées très importantes, etc. Donc ça va jusqu'à créer une base marketing dans laquelle il y a tous les actes d'achat, etc. pour segmenter les gens. Donc une dimension technique de constitution de base de données avec toutes les problématiques d'alimentation, de qualité de données, problématiques dites de segmentation, c'est-à-dire trouver les gens tels qu'eux, et après d'exécution de campagne, de création des messages personnalisés. Donc c'est devenu un maillon essentiel. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toute boîte, toute société a besoin d'une plateforme comme ça pour parler à ses clients. C'est le nerf de la guerre. Et je ferai un parallèle par rapport à la société qu'on avait fait avant, la Perrine Epsilog. On vendait des outils pour les directions informatiques. Donc on touchait non pas le client final, mais on touchait c'était de l'optimisation interne. Là, quand on a fait Neolan, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un produit qui touchait directement le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, pour la petite histoire qui est marrant, c'est quand on voit chez SNCF, je me rappelle, quand le truc il merdait, parce qu'un ingénieur, hein, ça merde, il dit oh, on a perdu 2 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que si, parce que ça. C'est-à-dire qu'une plateforme comme la nôtre, on la met en route. Limite, je ne dirais pas que c'était une planche à billets, mais le chiffre d'affaires généré pour les marques, il était quasi immédiat. Et donc, on était dans une position où, par rapport à la taille de Neolan, les projets qu'on tapait étaient des projets complètement stratégiques. C'est quelque chose qui nous a aidé à croître vite, c'est-à-dire que le marché sur lequel on était un marché qui était devenu critique pour les sociétés. Donc après, on a vendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le marketing digital, ça touche, peu importe le secteur. Une banque en a besoin, le tourisme en a besoin, enfin tout le monde en a besoin. Dès que quelqu'un a des clients, il faut qu'il parle à ses clients. Donc évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'assommer, c'est notre message a été dès le début d'envoyer le bon message au bon format, au bon moment, et c'est envoyer moins et mieux. Pas, comme faisaient les plateformes de l'époque, bourriner et envoyer un maximum. Donc il y avait une notion aussi de collecte, ce qu'on appelle l'opt-in maintenant, de respect de la pression, etc. Voilà. Donc, d'un point de vue technique, ça touchait à la fois le monde de l'entreprise et de sa data et de l'Internet 24/7. Donc pour l'ingénieur, c'était amusant d'avoir des problèmes de scalabilité, des choses comme ça, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui doivent tourner 24/7 sur le web. Et là, ce qui est amusant, c'est que je parlais tout à l'heure quand j'ai fait mon service militaire au CE avec des notions de temps réel. En fait, des choses auxquelles j'avais été exposé sur de la détection de tremblements de terre en 24/7, bah finalement, dans le marketing digital, il y avait des problématiques complètement similaires. Voire, pourquoi pas, détecter des anomalies sur les systèmes, que le débit est en train de tomber, qu'est-ce qui se passe, bah, quelque part, ça ressemble au problème de détection de tremblement de terre. Donc, d'un point de vue ingénierie, les problématiques peuvent être similaires, alors que le domaine n'a absolument rien à voir. Donc là aussi, l'expérience, une approche temps réel sur le marketing, ça n'existait pas en fait. À l'époque, le marketing, c'était je vais touiller de la donnée, je vais faire des grosses requêtes qui tombent pendant des nuits, j'extrais un fichier, je vous envoie un courrier papier. Avec des temps de cycle qui se comptaient en semaines, voire en mois. Et se dire, et si le marketing c'était à la seconde? Personne ne se posait cette question à l'époque, où c'était complètement dans les limbes, parce que les gens ne pensaient même pas que c'était possible. Donc il y a eu cet aspect-là. Donc la courbe 2003-2004, et après le marché a grossi, donc on a commencé à avoir des taux de croissance, 100%, 100%, après ça s'est un peu ralenti, donc le chiffre d'affaires grossit. On a rapidement, ça c'est un point également très important, et notre aventure d'avant l'avait montré, pensée globale. C'est-à-dire, évidemment, on a démarré sur le marché français, on est français, et puis on sait qu'on connaît, mais d'entrée, on savait, c'est même pas on a découvert, on le savait d'entrée, que notre plan, c'était d'être les premiers dans le monde, et puis point, faut juste être un peu, voilà, faut avoir quelques petites ambitions, enfin, voilà. Donc on s'est dit, on sera les premiers sur notre marché, point. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller à l'international vite. Mais vite et pas trop vite. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec des boîtes qui sont allées trop vite, qui sont trop dispersées. Donc, il y a un vrai moment, il ne faut pas attendre trop, mais il faut être prêt. Et là, il y a des étapes de transformation d'organisation qui sont difficiles. Typiquement, au début, quand on parlait avec nos investisseurs, on a refait un tour de capital en 2005. Non pas parce qu'on manquait d'argent, on était déjà quasiment profitable, mais parce qu'on voulait accélérer. Et en 2005, on voulait aller aux États-Unis tout de suite. Et les gens nous ont un peu dissuadés parce qu'on n'était peut-être pas prêts. On a démarré l'Angleterre avant. Pourquoi?
commencer une deuxième endroit physique, parce que quand tout le monde est au même endroit, on ne se rend pas compte comment c'est efficace une organisation. Quand on commence à avoir un deuxième site avec des gens distants qui sont pas dans ce qu'on appelle le mothership, c'est plus difficile. Mais l'Angleterre avait un avantage, c'est que c'était globalement le même fuseau horaire. Parce que si vous mettez la distance physique, la distance fuseau horaire, la distance... Là, c'était trop de distance en même temps. Donc on a fait les petits pas. On a d'abord fait la langue, un gap culturel, mais qui est quand même moins grand. Les Anglais, ils sont quand même un peu plus comme nous dans les réactions au quotidien. Et quelque chose où on peut prendre l'Eurostar et y être rapidement. Donc ça nous a permis déjà d'y aller plus en douceur. Par contre, tout de suite au niveau du produit, il fallait le traduire, etc. etc. Je vois ça se... Enfin, d'autres... Et justement, quand vous êtes allé à l'international, est-ce que vous avez noté des différences au niveau de tout ce qui est culture entrepreneuriale des différents pays? Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, de l'Angleterre, on sait que c'est radicalement différent de la France. Les valeurs, ouais, alors moi ce que je peux relater, alors c'est mon expérience, elle est prise sous un angle forcément teinté et ça ne vaut pas forcément pour tout, mais moi j'ai vu deux choses. Les Anglais, bon, ça finit au pub après, hein. Quand on veut être pote avec les Anglais, on va au pub déjà, à 6h on est au pub, voilà, sinon c'est pas la peine, vous faites pas de business, déjà il y a ça. Donc c'est quelque chose qui est plus proche de nous, si on veut dire. Aux États-Unis, on va se coucher, enfin les restos ferment à 6h30, hein, faut le savoir. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais si on dit je vais boire un coup à 10h, il n'y a plus personne dans les... Voilà. Donc ça fait drôle de se retrouver au resto le soir à 5h30. On dit c'est le goûter ou quoi là? Donc il y a des petites choses amusantes. Mais je citais tout à l'heure, deux choses moi que j'ai appris, c'est aux États-Unis, la division du travail est beaucoup plus forte. On a du mal à trouver des gens plus polyvalents. Alors, je ne sais pas si c'est notre culture ou autre, mais nous, on l'avait vu, les trous dans l'organisation étaient spontanément bouchés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des rôles dans une entreprise de soft, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a l'avant-vente qui fait les démos, tout ça, il y a le vendeur, il y a la personne du service, etc. Il y a tout un tas de rôles. Il y a le marketing. En Europe, on démarre, on est une petite boîte, on a un peu toutes les casquettes. Je veux voir un client dans la finance, je n'ai pas de présentation sur la finance, c'est pas grave, je vais la faire. C'est pas mon boulot, je vais la faire. Donc, avec peu de gens assez polyvalents, on arrive à couvrir un spectre large. Quand on va aux États-Unis, ils sont beaucoup plus segmentés. C'est-à-dire que, un mot que j'entends souvent, c'est nous, on optimise, eux, ils maximisent. Et ce n'est pas la même chose. Maximiser revient à rendre le process en plus de petites étapes simples, indépendantes. Mais ça veut dire quoi? Concrètement, si vous n'avez pas au moins 20 personnes aux États-Unis, vous ne faites rien. Parce que y aura celui qui écrit la démo, ce n'est pas celui qui fait la démo, ce n'est pas celui qui fait les slides pour expliquer la value propre, ce n'est pas celui qui fait la propale commerciale, ce n'est pas le commercial qui la vend, ce n'est pas le technicien de support niveau 1 qui n'est pas le CP. Voilà, donc on se retrouve, j'exagère un peu, mais tout de suite, on se retrouve avec 20 fonctions qu'on n'arrive pas à collapser sur 5 individus. Parce que les gens sont formatés. Ils ont des spectres, ils sont fonctionnels, mais des spectres plus étroits. Donc il y a tout de suite une masse critique. En Angleterre, on n'avait pas ce point-là. En Angleterre, on mettait 5 personnes un peu polyvalentes comme nous, ça marche. Aux États-Unis, en dessous de 15-20 personnes, on n'arrive pas à amorcer la pompe. Parce qu'il n'y a pas assez de... On ne couvre pas des rôles. Et culturellement, vous trouverez rarement des gens qui vont faire le boulot qui n'est pas le leur. C'est-à-dire qu'ils sont dans une case et leur culture fait qu'ils ne déborderont pas spontanément sur la case d'à côté pour boucher le trou. Ils diront « Ah ouais, mais il est où le... » Ils vont vous demander d'embaucher celui qui manque. Et surtout, si vous débauchez des gens... Parce que là aussi, qui viennent de grandes structures et tout, mais qui ont l'habitude de travailler comme ça, elles sont formatées dans ce mode-là, donc vous aurez du mal. À la rigueur, vous embauchez quelqu'un qui sort de l'université, vous pouvez peut-être je ne vais pas dire le tordre, mais le mettre dans le moule de ce que vous voulez, mais les gens établis, ils ne le feront pas. Donc là-dessus, l'approche est différente. Donc la division du travail fait que la masse critique d'individus pour réussir à faire quelque chose est plus large. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est difficile quand on est une boîte française qui essaie de s'implanter aux États-Unis, c'est embaucher les bonnes personnes. Parce que c'est différent. Les fondateurs qui vivent leur entreprise, qui savent tout dire, vous les mettez dans n'importe quelle situation, ils se débrouillent. Mais quand aux États-Unis, gros marché, vous avez quelqu'un qui n'est pas un des fondateurs, comment il véhicule vos valeurs? Donc nous, on a vu ça en Angleterre au début et autres. On en a usé des gens locaux et ça s'est fini que certains des fondateurs sont allés. En fait, nous, ça n'a marché. L'Angleterre n'a pris que du jour où un des fondateurs a commencé à y aller toutes les semaines et remettre l'organisation un peu comme on voulait. Et après, quand c'était dans les rails, on a pu embaucher quelqu'un. Mais il a fallu d'abord mettre quelqu'un. Aux États-Unis, pareil. On en a grillé 2. Et à un moment, un des fondateurs est parti, Stéphane Dietrich, pour ne pas le nommer, est parti s'établir là-bas en 2007. Il y est toujours.
Et c'est là que ça a pris. Parce que transformer la culture d'entreprise. Oui. Oui, oui, qui était. Je vais juste tout exact. répéter la question parce que ça ne va pas être entendu sur l'enregistrement. Ouais. 4 fondateurs plus 1. Enfin, on était 5, dont un qui était 5. un peu plus monétaire, qui était plus technique. Ouais. Alors, c'est une bonne remarque, mais je pense que le ménage à 4-5 a très bien fonctionné parce que si vous êtes avec des gens rationnels, la vérité a toujours raison. Donc si on non mais si on est des gens rationnels, rappelez-vous, j'ai dit au début, les boîtes, c'est pas des gens rationnels, mais on a réussi, et je pense que c'est quelque chose d'être complémentaire et de s'écouter et d'avoir toujours un consensus. Mais c'est vrai que moi, je connais beaucoup de boîtes qui sont déchirées parce que les gens se tapaient dessus et ça marche pas. Donc je vous disais tout à l'heure le conseil, démarrer à plusieurs et trouver des gens avec lesquels vous êtes compatibles. En tout cas, l'émotionnel pur ne l'emportera pas sur le rationnel. Alors c'est difficile parce que quand c'est son bébé, etc. Je suis d'accord que cette alchimie, elle n'est pas évidente, mais à un moment donné, on n'a jamais forcé à la maintenant, on a fait des choses, on analyse les faits et bon ben oui, voilà, c'est tout. Si on est rationnel, les faits s'imposent. Après, il y a des moments, c'est un pari. Certains sont plus ou moins joueurs et comment on fait? Je n'ai pas de recette secrète, mais je peux te dire que si l'alchimie fonctionne, tu n'es pas obligé d'imposer. Ben, on n'en a pas eu, alors je sais pas, on a eu du bol. On n'en est jamais arrivé à ce genre de discussion. Donc je ne dis pas que ça ne peut pas exister, je ne peux pas relayer ça parce que je ne l'ai pas vécu. Donc oui, ça doit exister, je pense que des boîtes en crèvent, où il y a soit des luttes de pouvoir et des choses comme ça. Une fois plus, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est dans les 4 fondateurs, cinquième était plus opérationnel, on était complémentaires, on avait chacun des zones où, en fait, on n'avait pas envie de faire le boulot de l'autre. En fait, quand tu as envie de faire le boulot de l'autre, tu lui marches dessus, mais quand tu es bien content qu'il y en ait un qui fasse le boulot que tu n'as pas envie, limite, c'est bien, et c'est là que ça fonctionne bien. Tu vois, donc moi je suis l'homme du produit, j'ai mis un produit, après on peut avoir des avis techniques, mais il y a un moment donné, personne ne me dictait la démarche technique. On me demandait des choses et des besoins, on m'exprimait des besoins, mais pas le comment. Genre, on va aller sur ce marché-là, ouais, ok, qu'est-ce qu'il faut faire, mais pas, tu devrais le coder comme ça, non. De même que moi, comment on fait le plan de com d'un commercial et comment on le rémunère, je peux donner 2 avis, mais c'est pas ma zone d'expertise, même si je sais 2-3 choses. Hein, mais effectivement, donc je pense que c'est la complémentarité et la clarté dans les rôles, qui est plus qu'une relation de hiérarchie, c'est la clarté des zones de compétences, je pense, qui compte. La hiérarchie, dans ce cas-là, on s'en fout presque. Bon, il y en a forcément un qui est le chef, il y a le CEO, et c'était bien, et limite, moi, j'aurais pas voulu, je pense, je n'aurais pas aimé faire le rôle du CEO, parce que personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse, et j'aurais pas été le plus compétent, par exemple. Alors, 3 sur 4, et le 4e, on l'avait connu, il était commercial dans la boîte d'avant. Donc on l'a pris avec nous pour être le directeur commercial de ce qu'on faisait. Donc en fait, c'est également, une fois de plus, quelqu'un qu'on connaissait d'avant. Alors, c'est un peu fractal, ça marche parce que ça marchait avant. Donc je ne vous ai pas donné une grosse solution là, mais il se trouve que c'était un peu le cas là. Donc c'est le réseau. Et du coup, vous parliez du fait qu'en France, on est plutôt polyvalent. Mais ce que vous dites, vous avez quand même, on a quand même nos sphères de compétences. Et en fin de compte, quand on est dans une boîte, notamment une start-up, on a l'impression que tout le monde fait tout. Et puis, comment est-ce que vous êtes spécialisé ensuite au sein de... Alors, je pense que la question est intéressante, et ça aussi, on démarre à 3. En fait, il y a des mues. L'entreprise doit faire des mues. Et il y avait, donc là, Stéphane Deloche, c'était son obsession à chaque fois, la théorie du plafond de verre. Et je pense que l'image est intéressante. C'est quand on bosse à 3, on bosse d'une manière qui n'est pas la manière quand on bosse à 10, qui n'est pas la manière quand on bosse à 50, qui n'est pas la manière quand on bosse à 100. Et l'idée, c'est de réussir à voir venir ça pour commencer à transformer l'organisation avant qu'il soit trop tard. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, il y a une personne qui fait 3 rôles, ce qu'on dit, mais il faut savoir que si on grossit, elle ne pourra pas continuer. Donc à quel moment la persuader qu'il faut qu'elle lâche un rôle? Un exemple, au tout début de la boîte, je m'occupais, y compris de la partie service. Tout ce qui est technique, le service et tout. À un moment, on a grossi, on a discuté, puis bon, moi, ça m'intéressait, mais il valait mieux que je me focalise sur le produit que le service. Donc là, les rôles se sont dissociés, quelqu'un d'autre est venu. Donc, à quel moment on lâche des choses qu'on faisait pour se concentrer
et grossir la partie. Donc c'est comment la scalabilité de l'entreprise va passer par une différenciation. C'est comme le corps humain qui se construit. C'est au début avec une cellule qui fait tout, et plus ça va, plus les cellules se spécialisent. Au début, les fondateurs, c'est les cellules souches, si tu veux. Elles vont pouvoir tout faire, mais à un moment donné, paf, ça s'est spécialisé, ça y est, tu as un bout de muscle, tu as un os, et c'est trop tard. Tu vois, enfin, quoique maintenant, en biologie, on arrive à transformer des cellules de peau en cellules souches. Donc c'est les gens qui viennent en starting saclé, qui sont en poste, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Prenez des gens qui sont en poste, retransformez-les en cellules souches, ça vous refera des entrepreneurs. Mais globalement, dans l'entreprise qui grossit, il y a un peu de ça. C'est-à-dire comment on fait ça. Et c'est important parce que c'est une réflexion, il faut la voir venir. Donc une chose que nous, on avait mis en place, qui était amusant, c'est que tous les ans, on se faisait une retraite. Alors, c'était une bonne occasion d'aller dans des bons restos, tout ça, mais il ne faut pas le dire. Mais en gros, on se mettait au vert, et réellement, au-delà de l'image, de la caricature, on prenait du temps hors du flot du temps du quotidien pour essayer de réfléchir à ces problèmes-là. C'est-à-dire, bon, quotidien, mais c'est quoi les problèmes qu'on va avoir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, d'essayer de prévoir. Et ça veut dire changer l'organisation, embaucher des bonnes personnes, accepter que certaines personnes qui étaient avec vous ne seront plus à leur place. Il y a des gens, c'était des copains, très bien, personne faisait un rôle. Je peux vous citer un exemple avec quelqu'un qui faisait très bien un rôle, il ne parlait pas très bien anglais. La personne aurait bien voulu être le responsable monde de son truc, mais comme il ne parlait pas bien anglais, ça ne pouvait pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, humainement, c'est difficile. Quelqu'un à qui on a ramé toute la nuit et puis on lui dit bah non, ce ne sera pas toi le chef. Mais c'est pour le bien global, donc il faut accepter ça, de comment accepter que l'organisation se transforme pour passer à l'étape d'après. Et là aussi, un des risques qu'on a vu, c'est embaucher un Top Gun qui vient d'une boîte de 1000 personnes, qui va vouloir mettre des process d'une boîte de 1000 alors qu'on est 50. Bah ça, c'est totalement contre-productif. Par contre, quelqu'un qui vient d'une boîte de 200, vous le mettez quand vous êtes 100, en douceur, il commence à mettre en place des process, il l'aide à préparer l'organisation pour quand elle sera 200, là ça a de la valeur. Donc c'est d'essayer également d'embaucher des gens un peu au-dessus des postes, ça c'est un point aussi. Pas totalement au-dessus, c'est n'importe quoi, pas en dessous, ça ne marche pas, mais un peu au-dessus, pour qu'ils vous aident au jalon. Mais ça c'est quand on vise une entreprise de croissance. Parce que gérer 30, 40, enfin 100, puis 80, puis 50% de croissance par an, c'est quand même beaucoup, parce que 50%, enfin, je ne vais pas vous faire les courbes exponentielles, mais au bout d'un moment, il y a des gens, ils arrivent toutes les semaines, on ne sait plus qui c'est. Hein. Le principe dont on se fait la bise tous les matins, ça ne se cale pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, vous connaissez, c'est quasiment à n², donc il y a un moment donné, on arrête. Donc comment les cultures évoluent parce que l'entreprise grossit. Les gros points d'inflexion, c'est plusieurs sites, plusieurs langues, plusieurs fuseaux horaires, plusieurs cultures. Voilà, ça je dirais dans la gradation. Et peut-être, l'expérience qu'on a eue, c'est de ne pas chercher à faire tous les points d'inflexion en même temps, parce que là, ça peut déchirer, c'est trop tendu, ça déchire. Donc comment y arriver? Ça, c'est un des trucs que j'ai appris. En parlant de grossissement de la boîte, au moment du rachat par Adobe, qui est quand même un assez gros événement pour l'entreprise, qui va complètement changer de monde. Ça s'est fait comment? Est-ce que vous êtes toujours dedans d'ailleurs? Oui. Alors ça c'est marrant, c'est amusant, mais bon, quand Adobe nous a approchés, donc à l'été 2013, on a fondé Neolan en 2001, donc ça faisait quand même 12 ans. Donc c'est une boîte, on avait quand même de l'expérience. On était assez visible sur le marché. On avait, je vous ai dit, en 2005, on a ouvert l'Angleterre, en 2007 les États-Unis. On était en train de passer à la phase d'après. Je trouve qu'on avait relevé du capital en 2000, je crois que c'est fin 2011, auprès d'un fonds américain qui s'appelle Battery Ventures, donc un blue chip du capital risque. Et juste pour la petite histoire, on a été levé exprès de l'argent aux États-Unis sur un capital risque connu sur le marché, pas pour l'argent, pour le nom et la reconnaissance, parce qu'on était arrivé dans une phase où aux États-Unis, il fallait qu'on commence à attirer les A-players. C'est-à-dire qu'on était une phase où justement, il fallait qu'on attrape les gros poissons maintenant, parce qu'on était une phase critique. Donc, en tout cas, ça nous a rendu encore plus visibles sur le marché. Et on avait une stratégie, parce que nos fonds qui avaient investi, au bout de 12 ans, ils s'impatientent un peu. Alors, je vais vous donner une petite lecture aussi. Les gens qui mettent de l'argent de capital risque, au bout de 10 ans, ils s'impatientent un peu. Ils veulent un petit peu une sortie. Donc, il y a plusieurs façons. Soit on fait ce qu'on appelle un secondary, on fait entrer un nouveau VC qui achète les parts des autres, donc qui, eux, leur permet de sortir et qui continue. Soit
et on était en train de commencer à viser une IPO, c'est-à-dire d'aller en bourse. On commençait à se mettre en ordre de marche pour dire, tiens, on va peut-être s'introduire en bourse. Alors, ça également, organisationnellement, il faut passer au IFRS, US GAAP, alors je parle de trucs de compta, mais il y a des process compliqués. C'est assez lourd sur l'organisation, les aspects compta. On avait commencé, alors c'est rigolo, vous verrez là aussi le timing intéressant. Bah, typiquement, on veut aller en bourse. L'histoire de la propriété intellectuelle est vachement importante. Donc on avait commencé à faire des codes scan, etc., pour avoir un papier comme quoi la propriété intellectuelle nous appartient complètement. On était en train de se mettre en place. Donc ça, c'était quelque chose. On n'était pas à vendre. On n'était pas à vendre. Je dis, quand Adobe nous approchait, on n'était pas à vendre. Et ce qui s'est passé, ceci dit, c'est que ce marché sur lequel on est, le marketing digital, finalement, est toujours très chaud, mais il était vraiment en train de se réchauffer fortement dans ces années-là. Je crois que le bal a commencé peut-être quasiment 2 ans avant. Alors l'ordre exact, je me rappelle, mais il y a plusieurs acteurs sur le marché et ils ont commencé à être absorbés les uns après les autres parmi les plus gros. Je pense qu'il y a Oracle qui a commencé le bal. Non, c'est peut-être IBM qui a racheté une boîte qui s'appelait Unica. Il y a Aprimo qui a été racheté par Teradata. Ensuite, il y a Oracle qui a racheté, alors je ne sais plus comment il s'appelait, qui fait du B2B, voilà. Et peu avant, il y a eu un point d'orgue, il y a Salesforce qui a racheté une boîte qui s'appelait ExactTarget pour 1,3 milliard. Alors ce qui est intéressant, sur ce marché, les boîtes ont été rachetées, et il y a quelque chose qu'on voit souvent, c'est le ratio chiffre d'affaires et valorisation. Donc les multiples, ils ont commencé à du x3, après c'était x5, après c'était x7. Et il y a commencé une raréfaction des acteurs sur le marché. Donc quand nous, Neolan, on était un des derniers gros visibles au niveau monde qui restait. Donc la rareté, indirectement, a fait la valeur aussi. Chose importante, ça je ne l'ai pas cité, et c'est un petit conseil à ceux qui veulent aller dans le soft, et spécialement aux États-Unis, les analystes, c'est important. Est-ce que si je vous dis Gartner et Forrester, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça ne vous dit rien. Bah, si vous voulez aux États-Unis, vous avez intérêt à savoir ce que c'est. Alors c'est quoi? Nous, Européens, ça nous semble n'importe quoi. En gros, les boîtes qui veulent acheter, ils veulent, alors, je sais pas qu'il n'y a personne du Gartner, il faudra peut-être effacer ça, mais ils veulent de la pensée prédigérée. C'est-à-dire plutôt que de regarder les produits et se faire une idée, ils vont acheter une analyse d'un cabinet soi-disant indépendant qui a fait l'analyse du marché qui leur dit c'est eux les mieux. Donc en fait, c'est quelque part, je ne dirais pas que c'est l'Eurovision ou autre, mais une grosse boîte qui veut acheter aux États-Unis, si vous n'êtes pas sur les cadrans, parce qu'on appelle les cadrans de ces analystes, vous n'existez pas. Donc il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être visible de ces analystes. Donc les deux principaux, je les cite, c'est Gartner et Forrester. Ils ont deux visions. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce qu'ils appellent le Magic Quadrant du Gartner. Ils vous prennent les acteurs d'un marché et ils vous les classent sur 2 axes. Il y a un axe horizontal, ils appellent Completeness of Vision, qui en gros, est-ce que l'idée, est-ce que la vision elle est bonne? Et le deuxième, ce qu'on appelle Ability to Execute, qui en gros, est-ce que vous êtes gros, petit, multi-pays, etc. Est-ce que, vous imaginez, vous êtes une boîte de 10 personnes, il y a un énorme qui veut vous filer un projet, vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est l'axe Ability to Execute. Donc, en gros, l'Ability to Execute est directement corrélée à la présence géographique, la taille. Donc, à un moment, on ne peut pas aller plus que la musique. Si on est une boîte de 5, on ne peut pas. Donc, la croissance organique fait. Et la vision, c'est est-ce que le produit, il est riche fonctionnellement et tout. Donc, il vous place les acteurs sur ces cadrans-là. Puis, comme c'est simple, parce que aussi, il faut simplifier la pensée, en fait, il y a 4 cases. Il y a ceux en bas à gauche, c'est les losers. Il y a ceux en bas à droite, c'est prometteurs, mais ils ne sont pas très bons. Enfin, ils ont du mal. Ceux en haut à gauche, c'est des gros, mais ils ne savent pas faire. Et on veut être en haut à droite, c'est-à-dire ceux qui savent faire et qui sont bons. Donc nous, Neolan, les années, le point, à la force du poignet, on l'a bougé progressivement pour l'emmener en haut à droite. Et ce qui était marrant, c'est qu'on était mieux classés sur notre domaine, au moins sur le produit, que des mastodontes, genre IBM, Oracle, etc. Les gens contre qui on se battait sur notre marché sont des gens de cette nature-là. La blague que je ressors souvent, on se dit souvent, on se bat contre Oracle, ils avaient plus d'avocats que nous d'employés. Donc ça, c'était marrant. Donc c'était un côté satisfaisant aussi. Mais du coup, on était visible. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Adobe, les points disparaissent, ils regardent dans le cadran, il reste... Oh tiens, il y a Nolan en droite. Tiens, on va aller leur parler. Donc il s'est passé un peu ça. Donc, conjonction de plusieurs facteurs. On peut appeler ça de la chance ou du flair, mais on était sur le bon marché. Un des rares marchés dans l'informatique aujourd'hui, maintenant il y a le cloud et tout, mais la croissance est très forte et est très visible, donc le marketing digital. Deuxième, une taille critique en termes de présence géographique, chiffre d'affaires, un produit qui marchait quand même, une raréfaction de l'offre, c'est-à-dire de boîtes à racheter. Donc finalement,
toutes les boîtes rachetées avant ont quelque part augmenté le cran des valos. On aurait été rachetés les premiers, on n'aurait peut-être pas eu la même chose. Et du coup, ça fait le phénomène s'est amplifié. Et du coup, également plusieurs acheteurs sur les rangs. On avait d'autres boîtes qui commençaient à nous tourner autour. Et quand vous avez plusieurs personnes, ça fait naturellement, quand la mariée, il n'y en a plus qu'une, les gens ils se battent un peu. Alors maintenant, je ne vous cache pas que quand, moi je me rappelle, je crois que je l'ai déjà cité, mais on était en train de bosser, puis il y a Stéphane, mon collègue, qui me dit, il appelle avec Benoît, un des autres fondateurs, il dit, viens dans mon bureau, c'était un vendredi. Viens vite, vite. On va voir le bureau, puis il dit, bon, on a une offre, puis il cite le chiffre. Et le chiffre était tellement au-dessus de ce qu'on peut imaginer qu'on n'a même pas discuté, limite. Enfin, il y a un moment donné, on se pose la question qui est, à quel moment, voilà, enfin, c'est pas évident parce qu'on se pose la question aussi en tant que fondateur, c'est son bébé, qu'est-ce qu'on fait? Et le chiffre aurait été plus bas, peut-être qu'on aurait discuté tout. Mais là, nos hypothèses les plus optimistes disaient qu'il fallait qu'on bosse encore 3-4 ans pour espérer atteindre ces valeurs. Donc, à un moment donné, le chiffre était tellement fort. Moi, je pense qu'avec le recul, il n'était pas si fort, mais il était tellement imposant que la décision s'est peut-être faite un peu tout seul. L'hypothèse qui aurait été délicate, c'est une hypothèse grise. Imaginez qu'ils aient mis 100 millions ou 150, on se dit, ça aurait été difficile. Là, le chiffre était tellement au-dessus, mais je pense qu'ils l'ont fait exprès, parce qu'Adobe, c'était, pas notre, mais c'est un peu leur dernière chance sur ce marché. Il n'y avait plus d'acteurs. Donc, en fait, ils avaient peur de se le faire piquer. Donc, c'est un peu un poker. Ils ont mis un chiffre tout de suite haut pour éviter qu'on aille discuter avec d'autres. Je pense que c'était un peu la chose. Donc, si je vais résumer, le chiffre, il s'est fait sur les circonstances, le temps, le produit. C'est un concours de circonstances qui fait que tous ces phénomènes se sont amplifiés. D'aucuns diraient de la chance. Hein. Après, bon, il y a du travail aussi. Donc, Et la transformation, le passage, une fois que ça a été vendu, ça s'est passé comment? Alors, il se trouve que dans notre parcours d'avant, si vous vous rappelez, en 1997, on avait déjà été acheté par une boîte américaine. Et ça aussi, c'est quelque chose, quand Adobe a parlé avec nous, ils ont apprécié parce ils ont évidemment fait ce qu'on appelle une due diligence, ils sont venus, etc. Et ils ont trouvé une boîte beaucoup plus internationale et ouverte que ce qu'ils pensaient. Où toutes nos coms étaient déjà en anglais. En fait, les fondateurs, on avait déjà fait quelque part. Et je pense que ça les a rassurés aussi. Alors, le passage, c'est comme tout. On passe on était quasiment 300 à 13 000. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les process sont plus difficiles. Donc, mais je pense que l'aventure reste intéressante. Il y a pas mal de choses. Maintenant, bon, c'est plus une grosse boîte, on va dire. Maintenant, culturellement, je pense qu'il y a du bon. On a tous des. Avant, c'est moi qui contrôlais le budget informatique, donc on avait des PC pas chers. Maintenant, on a tous des Mac Retina 15 pouces. Voilà, on y va. On prend les curseurs, on met tout à droite. Hein. C'est pas grave. Ce genre de choses. Non, mais bon, il y a culturellement, je pense que pour les gens, c'est une bonne aventure. Avec le recul, c'est toujours délicat de se dire on a créé quelque chose. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Après, c'est à un moment, c'est un concours, c'est un choix. Après, on peut se dire, on peut refaire autre chose aussi. Hein. Oui. J'ai l'impression que quand vous avez levé 2 fois, enfin peut-être 3 fois des fonds, c'est ça? Quasiment 3 fois, oui. Ouais. J'ai l'impression que les 2 dernières fois, vous avez levé des fonds, alors vous n'avez pas du tout besoin d'argent. Ouais. Pourquoi? Enfin, est-ce que c'est vraiment... quand l'argent est pas cher, on le prend, ça s'appelle. D'accord. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Alors c'est vrai qu'on est... je suis père de famille. Et c'est paradoxal, on a toujours été très très précautionneux sur l'aventure néerlandaise. Ça a l'air l'impression d'un truc météoritique. On a toujours été accéléré, mais pas trop, et faire en sorte que on ne mette pas en péril de manière à considérer la boîte. Et en tant que tel, il y a un moment, quand l'argent est pas cher, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par l'argent est pas cher? C'est-à-dire que les valos, le ratio où pour une partie raisonnable du capital, on peut lever pas mal d'argent, on ne perd pas le contrôle, on se dit c'est une opportunité. Comme ça, au moins, si jamais il y a un trou d'air dans 2-3 ans, plutôt que de crever, on pourra survivre, ou c'est une opportunité, etc. Donc c'est presque une forme d'assurance. Donc c'est vrai, la portion de capital qu'on largue par rapport à ce qu'on a. Donc, et c'était aussi, je recitais sur le deuxième tour Battery Venture, c'était pour, quelque part, être visible et presque dans une optique de recrutement. Avoir une annonce de presse qui dit que Battery Venture, un blue chip sur le marché, a fait une due diligence et a investi dans Neolan, vous avez un top player, cette ligne-là vaut beaucoup plus que tout ce que vous pourrez lui dire. Parce qu'il fera confiance, il dit, ces mecs, c'est les stars du capital risque, ils ont investi dans c'est bien, j'y vais. Et ça, c'est un truc aussi, culturellement aux États-Unis, ils feront confiance comme ça. Et
si je vais relayer, c'est amusant. Moi, j'ai toujours été extraordinairement choqué que les gens achètent un produit sans le regarder. Pourquoi? Parce que, un, le Gartner dit que c'est bien, et ils appellent leur copain qui dit je l'ai, c'est bien. Ils ne vont pas vérifier eux-mêmes. Nous, Français, Cartésiens, jamais on ferait ça. Ça nous choque jusqu'au tréfonds de notre âme de faire ça. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelqu'un a réfléchi à ma place, je lui fais confiance, donc je ne réfléchis pas et je fais la même chose. Et ça, il faut le savoir. Alors, j'exagère un peu, hein, mais il y a un peu ce phénomène-là qui joue. Donc, d'un point de vue, rappelez-vous la théorie du plafond de verre, pour passer à l'étape d'après, il nous fallait vraiment des top calibres. Eh bien, le fait d'être visible et d'avoir le saut de approval d'une boîte de capital risque rang A était nécessaire, en fait. Plus que des millions et tout. Maintenant, l'argent permettait de sereinement, pourquoi pas, accélérer les dépenses marketing, etc. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est quand Adobe nous a racheté, on n'avait même pas touché l'argent qu'on avait levé. Et pourquoi aussi on n'arrivait pas à recruter assez vite. Ça, c'est un truc qu'on a vécu tout le temps. J'ai l'impression, avec le recul, que notre croissance nationale a toujours été limitée, throttlée, capée par la capacité d'embaucher. Et on a vu à chaque fois qu'on regardait, quand le chiffre, les prévisions étaient un peu en dessous, on n'avait pas embauché assez vite. Et là, je reviens à un autre point, embaucher les bonnes personnes, c'est complètement clé sur la réussite. En fait, évidemment, la technique, c'est important, mais il y a un moment donné, la croissance se fera par les individus, et embaucher les bonnes personnes suffisamment vite, c'est l'élément clé, en fait. Nous, on l'a vu sur notre domaine, c'était vraiment, il y a une corrélation quasiment immédiate. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question par rapport à... Attends, s'il te plaît, le micro. Micro. Non, c'est pour l'enregistrement, en fait. Ouais. Oui, c'était par rapport à votre expérience aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai que les banques ont tendance à prêter plus facilement de l'argent à des entrepreneurs qui sont plantés déjà une fois? On dit qu'en général, il considère qu'il s'est planté une fois, donc il a retenu ses erreurs, donc ça ne devrait pas trop mal se planter, à contrario de la France, où quelqu'un s'est planté, donc il est persona non grata pour s'il veut emprunter après. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je ne l'ai pas vécu forcément, mais j'ai un faisceau de présomption qui m'amène à penser que c'est vrai. En tout cas, l'échec, au moins, tu as essayé. Tu t'es bougé. Donc, je pense qu'il est moins sanctionné culturellement. Par contre, est-ce qu'ici, c'est devenu un frein? Je ne sais pas. Parce qu'après, l'échec, ça dépend s'il est lié à l'individu, lié à la conjoncture, lié à je ne sais pas quoi. Après, je ne sais pas si tu as une expérience personnelle à relater sur le sujet, mais je pense que ça se gomme. C'est peut-être... En fait, on le voit, la mondialisation fait que les cultures s'homogénéisent. Hein. Le fait qu'on parle de VC ici... vous mettez 15 ans en arrière, ici, personne ne savait. Donc les choses s'homogénéisent, alors peut-être avec des vitesses et des viscosités différentes dans les cultures, mais je pense que c'est peut-être en passe d'être plus vrai. Maintenant, à chaque fois, le VC, il va investir dans un projet des hommes et tout, et limite ce que tu as fait te définit, mais c'est pas que ça. Donc après, c'est plus le projet que ce que tu as fait avant. C'est un problème de culture, en fait, peut-être. Ouais, tu peux le voir de culture. Bon. Mais il est vrai que tu as fait un truc qui a cartonné, tu vas voir un VC, moi je vais voir un VC, il me donne de l'argent, là, si tu veux. C'est bon, c'est facile. C'est plus facile que si tu t'es planté 3 fois avant, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. En parlant d'échec, c'est quoi votre plus grand échec dans votre vie professionnelle, on va dire? Attends, il faut que je fasse croire... Non, attends, si je dis que j'en ai pas eu, ça va pas... Non, grand échec. Non, il y a eu on a raté... non, plus grand raté. Moi, je veux dire des opportunités manquées. Mais un truc rigolo, dans la toute première boîte qu'on avait fait, dès 92-13, on avait un éditeur WYSIWYG HTML. C'était du HTML. On aurait pu faire les premiers browsers graphiques. On avait la technologie, on s'en fout, on va faire autre chose. Donc là, ce qui est marrant, à l'époque, c'était la technologie qui s'appelle le SGML, qui est le HTML, je parle pour les techos, c'est une version simplifiée, mais on avait fait un éditeur graphique de SGML, parce qu'on travaillait sur la GED, le document, truc techos, mais on avait la technologie pour faire les premiers, pour ça Netscape, mais comment ça s'appelle, le produit qu'a racheté Microsoft après, qui éditait les pages web, on aurait pu faire ça. Pas WordPress, non, les trucs encore avant, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais on avait ce genre de techno, donc en fait, je dirais presque des opportunités manquées. Puis après, tu te dis, pourquoi j'ai pas fait WhatsApp? Merde. Voilà. Non, mais des échecs. Après, il y a eu des revers, des complexités, des choix technologiques merdeux, etc. Mais ce qui est important, je pense, c'est de ne pas s'entêter. Alors, je vais dire l'échec. L'échec, il n'est pas grave si tu t'en rends compte et que tu compenses. Donc, mesurer
Enfin, il y a un moment donné, c'est important d'avoir des convictions, d'être émotionnel et passionné, mais à un moment donné, il faut garder un petit œil à distance, un peu froid pour voir ce qui se passe et pas hésiter à corriger le tir. J'utilise souvent avec mes copains une maxime, c'est il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, et je l'ai toujours dit. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire réussir. L'échec n'est pas grave si tu t'en rends compte vite. Ce qui est grave, c'est l'entêtement. Et d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que c'était, surtout au début, parce que bon, quand vous revendez votre boîte 600 millions, on ne s'inquiète pas trop pour votre situation sociale, mais au tout début, quand vous voulez vous lancer dans l'entreprise, quand il y a une traversée du désert pendant un moment, comment ça se passe personnellement? Après, à quel moment on est entre guillemets en danger? C'est-à-dire, il n'y a plus de sous, le banquier il est sur son dos. Je ne l'ai jamais vécu tel quel. Mais c'est vrai que, on roulait pas forcément sur. Alors j'ai toujours pour faire pleurer les gens, il n'y avait pas de viande dans les pâtes, mais c'est pas complètement vrai non plus. Mais il y a un moment donné, c'est une question de train de vie et de volonté. Moi, je me suis jamais personnellement senti en danger, mais le boulot aurait pu disparaître du jour au lendemain. C'est pas grave, on a cherché un boulot. Bon, diplôme de centralien, je pense qu'on arrive à peu près à retomber sur ses pattes. Donc c'est vrai que j'avais un peu ce filet de sécurité. Et quelqu'un qui serait autodidacte serait peut-être beaucoup plus stressé. Mais malgré tout, là, on en a parlé en préambule tout à l'heure, je pense que le risque aujourd'hui, je pense qu'il est mal jugé. Je pense que, message pour les gens qui veulent, c'est maintenant, il faut créer. Allez-y quand vous êtes jeune. Pas quand vous avez 40 balais, des gosses, etc. Allez-y, parce que le risque, il est faux. Et moi, je le vois de plus en plus, l'emploi dans les grosses boîtes, il est de moins en moins sécurisé. Il est même limite pire. Hein. Les plans sociaux, les machins, on peut se faire jarter du jour au lendemain. Donc, quelque part, la sécurité de l'emploi en disant je vais dans une grosse boîte, c'est devenu un peu un miroir aux alouettes. Donc, elle est où la vraie prise de risque? Peut-être perdre du temps, mais ce temps, même si tu t'es planté, tu as une expérience. Donc, limite, est-ce que c'est pas une forme de richesse, tu vois, l'expérience même échouée, enfin même l'échec, est-ce que c'est pas une forme de richesse Puis c'est marrant, quoi, merde. Enfin, faut y aller, c'est rigolo, on est avec des potes. Au moins, on est ceux qui dictent les règles, on les suit pas. Donc ça, c'est rigolo. Ouais. J'ai une question. Vous dites que que l'échec, c'est sympa, etc. Mais est-ce que... Non, c'est pas sympa. Hein. On en survit. Non, faut pas non plus... Maintenant, ok, à titre personnel, si on fait un échec, on peut très bien le vivre et ça peut nous enrichir. Mais est-ce que sur un CV, et ça rejoint un petit peu la question des banques, est-ce que sur un CV, dire qu'on a fait juste après nos études, disons 3 ans d'entrepreneuriat, qu'on a créé 2 boîtes et que ça s'est effondré, est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en valeur? Est-ce que c'est un profil d'entrepreneuriat qui est recherché à l'heure actuelle dans les boîtes, ou est-ce que ça va être un problème parce qu'on a fait de l'échec? Du banquier, je ne sais pas trop, mais il est clair que moi, quand je vois 2 CV, que je vois un mec qui a un parcours un peu atypique comme ça, et quand tu l'entretiens, tu vois que le mec il est moteur et tout, lui, il aura ma préférence de loin. Alors, je suis un peu teinté parce que je suis un peu comme ça, mais je pense que les boîtes cherchent des profils qui ont du drive et pas juste des followers. Donc l'un dans l'autre, moi, perso, je pense que c'est quelque chose de positif. Alors évidemment, tu te plantes tout le temps, il n'y a pas de fumée sans feu, ils vont me dire... Après, il faut que tu montres que ce n'est pas ta faute. Et alors, j'aimerais juste savoir, j'ai entendu souvent comme quoi c'était plus facile de ramasser de l'argent ou du financement aux États-Unis qu'en France quand on veut faire une entreprise qui est dans le tech ou qui est plus dans les logiciels ou ce genre de choses-là. Alors, j'aimerais juste savoir un peu plus votre opinion là-dessus, si c'est vraiment plus ouvert et c'est plus facile de ramasser du capital parce qu'on voit plus, on est prêt à mettre plus d'argent sur le potentiel de l'idée, sans avoir nécessairement quelque chose de physique derrière pour le soutenir. Je pense que l'écosystème des venture capitalistes, il est effectivement de facto énormément plus développé aux États-Unis et il y a plusieurs pôles, évidemment la Silicon Valley, il y a un pôle assez important à Boston et maintenant New York également. C'est vrai que naturellement, l'offre étant plus abondante, c'est peut-être plus facile, mais d'un côté, il y a beaucoup plus de concurrence. Je pense que ce qui est difficile, c'est depuis la France de lever de l'argent aux États-Unis. Un Français qui va aux États-Unis, qui s'installe, etc., je pense qu'il a ses chances comme tout le monde. Le faire à distance, c'est plus difficile. A contrario, est-ce que c'est difficile de lever de l'argent en France? Je pense que la situation est bien meilleure maintenant qu'elle n'a été il y a quelques années. Il y a des fonds qui se montent. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, l'argent, il cherche à se placer. Ça fait bizarre de dire ça avec la crise et tout, mais il y a plein d'argent qui ne sait pas où aller. Hein. Il y a beaucoup de capital qui cherche du rendement.
Et du coup, l'attrait du capital risque peut être plus important. Donc il y a pas mal de fonds qui sont montés. On n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais je crois que j'ai vu des statistiques il n'y a pas longtemps, je crois que le 2014 a été une année record sur les levées de fonds. Ça continue à augmenter. Donc, comme toujours, il y a un gap, ça converge lentement. Maintenant, un Français pas connu, David Adam, qui essaie de lever du capital sur une blue chip américaine de San Francisco directement, bon, il faut avoir le produit génial, hein, ou la personne géniale, mais rien que le fait d'y aller, si tu ne vis pas là-bas, tu vas t'épuiser en aller-retour. Hein. Maintenant, bon, qui ne tente rien n'a rien, donc limite, si c'est le cas, tente les deux en même temps. Je veux juste poser une question, en fait, par rapport au levée de fonds, du coup. J'ai vu des histoires, en fait, où les gens levaient des fonds. Je suis là. Si, voilà. Je suis en train de scanner toute la salle. Oui, Charlie. J'ai pas pensé au truc évident qui est juste en face. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, en fait, sur toutes vos expériences de levée de fonds, est-ce que vous avez vu des cas, parce que j'ai vu des histoires où en fait les gens par exemple se mettaient d'accord sur la levée de fonds, se mettaient d'accord plus ou moins sur la volo, se mettaient d'accord sur beaucoup de choses, et au dernier moment, l'avocat des capital risqueurs venait et mettait plein de clauses très techniques, et il faut savoir répondre très vite et très techniquement et avoir les moyens de renvoyer le feu, quoi. Alors la term sheet, c'est vrai que si tu comprends pas un peu la finance, tu peux te faire entuber big time. Il faut faire attention. Hein. Qu'est-ce que j'entends par là ? Des clauses de relution, des clauses de perte. Si je te dis Terry, c'est parce que c'est qu'un Terry, tu vas te faire bouffer tout cru. Hein. Donc le Terry, c'est en gros le taux de rendement moyen. Donc typiquement, il y a des clauses, souvent c'est des choses qui se font où la valo, elle est sujette à des promesses futures. Ou alors, tu as des clauses parfois de relution, c'est-à-dire tu as des parts, si jamais tu performes bien, ils t'en prennent moins. C'est une façon de te motiver. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs qui existent et il faut les connaître un peu pour négocier. Alors, si tu as un peu une sensibilité financière, et finalement, un ingénieur qui sait faire des équations et tout, il va vite démonter le truc, il va dire, je signe pour voir un peu les mécanismes, et négocier. Et après, c'est une négo. Il y a des choses, ils auront des lignes dures, des choses, ça se négocie, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que si tu vas un peu frais et que la personne en face, elle va te squeezer, bon. J'ai vu une autre chose qui est importante, c'est que le capital risqueur, le VC, n'a pas forcément les mêmes objectifs que l'entrepreneur. Pourquoi ? Ça marche bien quand les objectifs sont alignés. Mais, par exemple, dans certaines boîtes, le VC va essayer de te fourguer plus d'argent que tu en as besoin pour te prendre plus de parts. Parce qu'il se dit, le multiple, si je sens bien le truc, autant que le multiple il soit pour moi plutôt que le fondateur. Ou alors, autre chose, le capital risqueur, lui, il veut un gain important, mais il est prêt à moyenner les risques, ce qui veut dire prendre des risques très forts sur ta boîte à toi. En moyenne, il s'y retrouve, mais il est prêt lui, il peut dans certains cas te pousser au quitte ou double, parce que l'espérance de gain est plus forte. L'entrepreneur, le fondateur, va peut-être avoir une voix plus modérée qui dit, le risque, attends, je préfère avoir de façon certaine 30% de croissance qu'une chance sur deux de faire 100%. Tu sais, Caribé Silla, enfin voilà ce genre de choses. Donc là, les intérêts peuvent être divergents. Et après, la négo de la term sheet, il est vrai qu'il faut se faire un peu conseiller. Donc, nous, il est clair qu'on a fait la vente, on avait des avocats qui négociaient. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de connaître pour négocier, pour savoir les clauses où on peut lâcher, les clauses où il ne faut pas lâcher, et c'est une négo. C'est un closing. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec l'Internet et tout, tu peux trouver des exemples, voir un peu ce qui se fait. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense qu'on en parlait aussi, la connaissance est disponible pour réussir à la trouver. Donc, on n'est pas complètement à poil si on sait vaguement ce qu'on cherche. Tu vois. En parlant de connaissances, vous pensez quoi des formations d'entrepreneuriat qui se multiplient un peu partout en France en ce moment ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou moi, je pense que c'est forcément une bonne chose. Je ne les connais pas et je ne sais pas si elles sont adaptées, pour être honnête. Mais je pense que de sensibiliser les gens, déjà, c'est important. Moi, une fois plus, quand je dis que je viens témoigner ces choses-là, c'est pour dire c'est possible, allez-y, foncez dans le tas, après on verra bien. En tout cas, c'est important. Les formations en tant que telles, tout l'aspect administratif et tout, il est compliqué. Nous, un truc qu'on a fait du temps de Neolan, on a réussi à négocier toutes les aides. Il y a plein d'aides. Rien que savoir ce qui existe, est-ce qu'on est éligible et tout, c'est compliqué. Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est pas simple, faire les dossiers, les machins. Après, trouver les gens qui peuvent le faire pour vous, entre toutes les aides qui existent, les subventions sur les employés. Enfin, il y a plein d'argent. On a fait de la COFAS, par exemple, un dossier COFAS. Quand on a été en Angleterre, voilà un dossier COFAS. Faut savoir, que ça existe. Alors, je ne sais plus maintenant, ça s'appelle autre chose, je crois que ça ne s'appelle plus COFAS. Il faut savoir que ça existe, le monter, savoir ce qu'il veut dire et tout ça. Donc,
connaître, et éventuellement, donc on a assez rapidement pris un directeur financier qui connaissait un peu, et rien que ça, c'est un poste. Là aussi, on commence tout petit, on n'a pas besoin d'un DAF, directeur financier. Par contre, on grossit, tu le connais, toi, le directeur financier, à un moment donné, on en a besoin, parce qu'il va naviguer là-dedans. Je ne parle pas des problèmes légaux, on passe 50, il y a peut-être un comité d'entreprise, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est la mécanique. Une dernière question. Ouais. Ça, c'est pas une question vraiment liée à l'entrepreneuriat, mais au point de vue du codeur. En 1400, on se demandait si ça allait vraiment servir à quelque chose d'apprendre à lire. Est-ce que maintenant, vous, en tant que codeur, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des natifs digitales, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est intéressant d'apprendre maintenant à coder peut-être pas dès le primaire, dès le collège? Tu veux finir commercial, toi? Moi, je vais avoir une réponse biaisée, j'aime ça, donc oui, c'est bien. Maintenant, est-ce que tout le monde peut apprendre à coder? Non, c'est comme... est-ce que tout le monde peut être pianiste? Non. Je pense qu'il est important, c'est de savoir que ça existe, ne serait-ce que pour ne pas se faire bullshiter par quelqu'un d'autre qui va vous dire que c'est compliqué ou pas. Après, si on fait une boîte de soft, c'est bien de savoir ce que c'est que coder, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est comme quelqu'un ferait de la biotech qui n'a aucune idée de la génétique. Je veux dire, il y a un moment, il n'est peut-être pas à sa place. Alors que tout le monde devrait savoir coder, non. Est-ce que c'est une compétence? Moi, je pense qu'elle est importante parce que le savoir la logique et la pensée derrière, alors, un petit peu extrémiste, mais dire apprendre la musique, le dessin ou à coder, si je devais choisir, je pense que c'est plus important d'apprendre à coder ou de sensibiliser les enfants à coder. La musique, de toute façon, ils iront la voir sur YouTube, donc ça va, ils le feront déjà. Maintenant, la mécanique de la musique, les gammes et tout, c'est important. Je pense que c'est une forme de pensée, ou en tout cas, le monde, il fonctionne par l'ordinateur maintenant, il faut le savoir, hein, tout. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. La civilisation est complètement dépendante de tout ça. Ou alors du moins une sensibilisation au code, ouais. Comme on sensibilise aux maths ou au latin. Ouais, mais on sensibilise. On apprend aux gens à faire des équations. Je pense que leur montrer un algorithme, c'est pas plus con, et c'est pas moins con. La logique. Peut-être que tout le monde devra savoir un jour faire une vague macro dans Excel, c'est peut-être pas mal. Ça peut servir. Je pense qu'on va arriver à la fin. Ouais. Si vous aviez un conseil à donner aux futurs entrepreneurs qui sont potentiellement dans la salle, ça serait quoi? Alors je vais faire un conseil, mais je vais mettre des virgules commencées, comme ça je peux faire un statement avec plein de trucs, ça en reste un. Allez-y à plusieurs pour miser le risque. Et même plus simple, allez-y, on va le simplifier, on va dire allez-y, je pense que c'est pas plus une prise de risque que ça. Faut essayer, vraiment, je pense que Alors je vais faire une petite anecdote, je mets les anecdotes à la con, c'est qu'on dit, pour gagner sa vie, il faut travailler, pour devenir riche, il faut trouver autre chose. Hein. Et l'entrepreneuriat, c'est peut-être un mode qui est pas mal. En tout cas, vous avez plus de chances qu'au loto. Donc le conseil, voilà, c'est ça, c'est le risque n'est pas si fort que vous le pensez, peut-être. Et je pense que les mentalités ont évolué. Moi, j'aime bien quand on me dit, là tu citais tout à l'heure, une promo, dans le top 10 de la promo, plutôt que d'aller pantoufler je sais pas où, il a décidé de fonder une boîte. Je trouve que c'est bien, que les gens ils voient qu'ils soient prêts à faire ça, enfin, n'importe qui en fait, mais la compétence alliée au désir de faire, on n'a aucun état d'âme, ou en tout cas aucun complexe à avoir par rapport à l'Amérique là-dessus. Je vous le dis, l'Amérique, je les admire sur la partie marketing et tout, mais sur la partie technologique, on a zéro complexe à avoir. Faut y aller. Hein. Je pense qu'on peut vraiment faire des boîtes. Alors, nous, on se dit, on s'est arrêté un peu tôt, donc on n'est pas devenu le géant mondial, on s'est fait arrêter un peu, donc c'est vrai que voilà, allez plus loin que nous. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Du coup, on va accueillir Anaïs Barut de Damae Medical qui va pitcher pour vous. On va juste mettre en place un peu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anaïs Barut et je suis présidente et cofondatrice d'une medtech qui s'appelle Damae Medical et qui est assez récente. On a commencé le projet fin 2012, début 2013 et on a créé l'entreprise en septembre 2014.
Donc Damae Medical s'intéresse à un problème de santé publique qui est le cancer cutané. Le cancer cutané est le cancer dont le nombre de cas a le plus augmenté durant les 50 dernières années, avec une incidence en hausse de plus 10% par an. Si on regarde plus précisément l'incidence géographique, la répartition géographique, elle varie énormément selon des critères tels que le phénotype de la population ou encore l'exposition au soleil. Et comme vous pouvez vous en douter, les Australiens sont les plus touchés. Un Australien sur 3 sera touché par un cancer cutané avant ses 70 ans. Un autre point très particulier pour le cancer cutané, c'est le taux de survie à 5 ans. L'importance du diagnostic précoce, le voilà. Quand le mélanome est localisé, le taux de survie à 5 ans est de 88%, alors qu'il chute à 18% lorsque le mélanome est à un stade beaucoup plus avancé, qu'il est, on dit métastatique, c'est-à-dire que le cancer est présent dans le sang et qu'il va pouvoir se développer dans d'autres parties du corps, et souvent c'est le cerveau. Donc la solution ne se situe pas dans le traitement, mais dans le diagnostic précoce. Aujourd'hui, quand vous avez une anomalie cutanée, vous pouvez aller chez votre dermatologue, il va la visualiser à l'aide d'une loupe qui éclaire à la fois, on appelle ça un dermatoscope, et sur des critères purement macroscopiques de surface, tels que la forme, la taille ou encore la couleur, s'il a un doute de manière systématique, il va effectuer une biopsie. Et cette biopsie, donc le prélèvement de votre anomalie, est envoyé à un laboratoire d'anatomopathologie. Là-bas sera fait une préparation, une découpe, une coloration. Tout ça, c'est assez long. Et sous 15 jours, l'anapathe va rendre un diagnostic et le dermatologue mettra en place le traitement. Donc, en plus d'être long, ce processus est peu fiable et coûteux. Pourquoi ? Parce que dans un tiers des cas, un tiers des mélanomes ne sont pas diagnostiqués sur des critères purement macroscopiques de surface, parce que l'information était en profondeur, à l'échelle microscopique, en profondeur, parce que les anomalies apparaissent en profondeur avant de se révéler en surface. Et un autre fait, c'est que 50% des biopsies se révélaient être bénignes suite à l'analyse par l'anapathe. Il faut savoir que chaque année, plus de 20 millions de biopsies sont pratiquées dans le monde, et du coup, 10 millions d'entre elles étaient en fait saines et auraient pu être évitées. Notre solution, c'est Discovery. C'est un dispositif médical qui permet de visualiser votre anomalie cutanée de manière non invasive et en profondeur. Donc vous voyez l'image qu'on peut obtenir. Tout ça, ça se fait, en fait, on développe un dispositif médical optique. On vient de l'Institut d'optique. Et c'est spécifiquement une technologie interférométrique. Donc j'ai une slide supplémentaire sur la technologie si ça vous intéresse. Donc on arrive à pénétrer à 1 mm de profondeur en dessous de la peau. Donc on arrive à voir l'épiderme, le derme, et c'est très intéressant parce que les mélanomes, par exemple, se forment au niveau de la jonction entre l'épiderme et le derme, et tout ça avec un temps d'acquisition de 10 images par seconde, donc en temps réel. L'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge du patient, la qualité des soins, de diagnostiquer au plus tôt les cancers cutanés afin de rajouter du temps de vie, de survie aux patients, ce qui est inestimable, d'éviter le recours à la chirurgie si on est sûr que c'est bénin, et aussi de réaliser des économies de santé. Donc c'est difficile à quantifier aujourd'hui, on n'est pas encore en phase d'essai clinique, mais d'après une version assez pessimiste, aujourd'hui, si on se place sur le système français, la sécurité sociale dépense environ 1,5 milliard sur tout ce qui est pathologie cutanée, on pourrait faire économiser 400 millions d'euros sur ces 1,5 milliard. Donc, comme vous l'aurez compris, nous, on propose un diagnostic fiable, précoce et rapide, tout le contraire de la biopsie. Et c'est, en plus de la technologie, il y a vraiment le business, la chaîne de valeur qui est vraiment novatrice, c'est-à-dire que le dermatologue, il fait ses images directement dans le cabinet sur le patient, et ces images sont directement transférées via un réseau sécurisé à un anatomopathologiste, donc l'expert du diagnostic. Donc, il reste dans notre chaîne de valeur, ce qui est bien pour... humainement aussi d'intégrer tous les métiers, mais aussi ça fiabilise énormément le diagnostic. Et donc, en un seul rendez-vous, le patient rentre chez lui avec le bon diagnostic et il ne va pas attendre 6 mois pour faire un acte chirurgical qu'il ne fera d'ailleurs peut-être pas. Donc, c'est vraiment la rapidité. Donc si on prend un point de vue un peu plus technique, l'examen classique, comme je vous le disais, donc une certaine pénétration, un type de coupe, donc on pénètre perpendiculairement à la surface de la peau. Chez l'anapathe, on voit des coupes qui sont verticales. Une résolution, mais le problème, c'est la rapidité de l'examen, le fait que si on regarde vraiment la surface analysée, on va pouvoir voir seulement l'anomalie biopsiée, on ne va pas pouvoir balayer sur plusieurs anomalies ou sur une zone pour vraiment savoir jusqu'où le cancer va, donc ça va être très ponctuel, et c'est ex vivo. L'usage sur lequel on se place existe déjà, des technologies, là j'ai pris l'exemple de la microscopie confocale qui est développée en dermatologie par une medtech américaine qui s'appelle Caliber ID.
Elle propose donc un diagnostic in vivo, enfin une imagerie in vivo, immédiate, avec la possibilité de balayer, mais le problème c'est que c'est très limité en pénétration, 200 micromètres, donc on va juste dans l'épiderme. Et aussi, ils font des coupes en face, donc parallèles à la surface de la peau. Et ça, c'est contraire à ce que voient normalement les anapathes. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas les rentrer dans la chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'on essaye de capitaliser là-dessus. Donc nous, justement, on fait des coupes de 1 mm verticales avec 2 micromètres sur 2 de résolution. La cellule faisant 1 micromètre, on arrive à voir la cellule en diagnostic immédiat et in vivo. L'équipe derrière le projet, donc on est 3 fondateurs. On s'est rencontrés dans le cadre de la filière innovation entrepreneur à l'Institut d'optique. Donc le professeur Arnaud Dubois, il est enseignant-chercheur à l'Institut d'optique. Il est responsable d'une unité de recherche au CNRS. Et il avait déjà inventé 5 brevets, était auteur de plus d'une centaine de publications. On a déposé, enfin il a inventé le brevet qui protège notre technologie et ça a été déposé en décembre 2013. David Ciré, lui, est directeur technique, donc là aussi il avait son métier initial c'est l'optique, mais aujourd'hui il s'occupe de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. Et moi je m'occupe plus des aspects commerciaux et financiers. On s'est vite entouré de profils, aujourd'hui on est 7. Donc c'est vraiment, enfin, on est vraiment une équipe très passionnée par ce qu'on fait, donc c'est très agréable. Et après, en plus des 7 personnes que vous voyez ici, on est accompagné par des médecins, l'hôpital Saint-Louis, le CHU de Saint-Étienne, par des structures de financement public, la BPI France, Scientipol, et aussi par des grands groupes. Donc ça, c'est vraiment assez novateur pour la France. On est accompagné par Altran sur les aspects techniques et par Roche sur les aspects réglementaires qualité clinique. Donc on est sous la forme d'un mentorat. Donc c'est vraiment comme s'ils travaillaient avec nous au quotidien et ça nous permet de professionnaliser notre activité fortement. Je crois que c'était la dernière slide. Du coup, sur nos prochaines étapes, là, on est en train de tester notre dispositif donc, qui est viable. On a un prototype de laboratoire. Le dispositif est testé de manière préclinique. Donc, ça va des biopsies de l'homme à nos mains, à des souris. On va le mettre en test clinique d'ici la fin de l'année 2015. Après, on aura notre indication médicale, savoir exactement ce qu'on veut voir et quelle efficacité on veut montrer. Suite à ça, on fera des tests, des essais cliniques, des vrais essais cliniques qui nous permettront d'avoir le marquage CE qui est nécessaire pour vendre sur le marché européen. Le marché de l'imagerie médicale optique est évalué à 1 milliard d'euros dans le monde. Nous, notre première étape, c'est l'Europe, avec un objectif affiché de 5% des parts d'ici 10 ans, soit 17 millions d'euros. Et du coup, là, aujourd'hui, pour arriver au marquage CE, on a défini qu'on avait besoin de 3 millions d'euros. On a levé plus d'1,5 million en fonds publics. Et on va lever d'ici la fin de l'année 2015 entre 1,5 million et 2 millions auprès d'investisseurs privés. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi j'en ai une du coup. Okay. Parce que vous avez dit tout à l'heure que le principal problème c'était la détection précoce. Et qu'est-ce qui ferait que les dermatologues auront tendance à tester plus rapidement les anomalies qu'ils observent ? En fait, quand vous prenez un patient à risque, c'est-à-dire qui a plus de 50 grains de beauté sur son corps, normalement, il doit aller chez son dermatologue une fois par an. Et le dermatologue, il va visualiser à l'œil nu ou à l'aide du dermatoscope, donc la loupe qui éclaire, toutes vos anomalies. Et un peu au doigt mouillé, il va dire celui-là, c'est le plus dangereux, on va faire la biopsie, et puis l'année prochaine, on fera une autre biopsie. Mais c'est un peu au hasard. Tandis que là, on a la possibilité de screener en profondeur absolument toutes les anomalies et d'enlever vraiment la plus suspicieuse sur des critères beaucoup plus fondés que des critères de surface. Moi j'ai une petite question et je connais parce que je suis allé faire une biopsie il n'y a pas longtemps. Elle était bien, ça va. Mais l'espèce de self-diagnostic, est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé, c'est-à-dire de limite que les gens puissent eux-mêmes vérifier sans aller chez le dermato ? Et limite, même alors virer l'humain de la chaîne de valeur c'est un peu délicat, mais d'avoir des systèmes de deep learning et tout qui réussiront à savoir si... En fait, de le passer, là c'est un mode B2B, vendre au truc, mais est-ce qu'il y a moyen de le donner au grand public ? Alors c'est vrai que l'aspect certif médical, il est complètement difficile, mais de permettre aux gens de faire du self-diagnostic bien plus tôt, qui recoupe un peu la question. Et oui. Donc de décupler le marché, mais là c'est plus 17 millions, là, c'est beaucoup plus là.
Bien sûr, bah, ça c'est notre ambition, pas spécialement affichée, mais c'est notre ambition au sein de Damae Médical. Il y a différents aspects. Tout d'abord, on a une grosse partie aujourd'hui on a beaucoup travaillé sur l'aspect optique, informatique. Du coup, on est arrivé aux problématiques acquisition de l'informatique et maintenant on passe sur les problématiques traitement. Et même pour montrer aux dermatologues qui sont peut-être moins experts que les dermatologues des grands centres, quand c'est rouge, c'est que le programme a vu que c'était un peu suspect. Ouais. Et il y a bien sûr du deep learning derrière. Il faut en avoir la data suffisante. On garde toutes les images qu'on fait. Et on a déjà des partenariats pour essayer ça. Parce que d'avoir tous les experts qui font des analyses, je suis sûr qu'il y a moyen d'alimenter la machine en deep learning au bout d'un moment. Donc bien sûr. Puis après, peut-être de faire un dispositif grand public, j'en sais rien, un truc qui se met sur une caméra d'iPhone et compagnie, voilà, par exemple. Thomas, tu m'as soufflé la question. Je vais donc aller un petit peu plus loin. Juste à côté d'ici, il y a eu, je crois c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y avait Watson, IBM, et avec nos amis polytechniciens. Et en fait, ils ont fait avec le Big Data et Watson, ils ont démontré qu'avec le Big Data et Watson, ils arrivaient à avoir des meilleures acquisitions et de résultats avec le big data que des chirurgiens. C'est-à-dire, grosso modo, ce qui était intéressant, c'est que tu prends la donnée, au lieu d'avoir une personne qui vérifie, tu t'aperçois que tu utilises le big data et la réponse qui va être donnée par l'ordinateur sera plus sûre que le chirurgien ou la personne spécialisée. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans le modèle que tu as, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est en effet de se dire, si je veux aller voir le public directement, eh ben, il faut pouvoir installer ce système-là. Tu vas plus loin, tu fais un deal avec les assurances pour que les assurances, s'ils sont détectés plus tôt, ça réduit la prime d'assurance. Tu vas voir les assurances aussi. Ça marcherait bien aux États-Unis. Typiquement aux États-Unis, ça marcherait très bien. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle ? C'est vrai que la question se pose beaucoup parce qu'aujourd'hui on est en train de lever des fonds, donc ce n'est pas les mêmes investisseurs si on veut se faire racheter ou si on veut faire une IPO ou faire une entrée en bourse. Donc c'est vraiment une question qu'on se pose. Après, nous, la réponse des trois fondateurs, c'est qu'on a vraiment envie de voir exister le projet et du coup d'avoir les moyens pour réaliser notre ambition. Et c'est vrai que notre ambition ne s'arrête pas à Damae Médical, tout du moins pas dans la révolution de l'oncodermatologie. Le professeur Arnaud Dubois a développé une technologie d'imagerie très globale. Donc on peut l'appliquer à la cicatrisation post-chirurgicale, à l'ophtalmologie, à la chirurgie ouverte. Et tout ça, ça peut représenter, comme tu disais, une vraie plateforme d'imagerie avec une gamme de produits. Et nous, on a vraiment envie, en tant qu'ingénieurs commerciaux, de voir des produits défiler et de ne pas faire une start-up avec un seul produit. Mais déjà, c'est très... intéressant de le faire pour nous, c'est vraiment passionnant. Mais pour nous, l'objectif, avant de savoir ce qu'on veut faire de l'entreprise, c'est d'avoir les moyens pour le faire. Du coup, c'est plus une question de moyens qu'une question de structure. Ouais. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, les fondateurs, et comment vous êtes venu l'idée d'avoir un partenariat avec un professeur pour faire un sapeur. Moi, ça ne me serait même pas venu à l'idée. Tu viens de l'Institut d'optique ou pas? Ben voilà. En fait, c'est vraiment l'Institut d'optique qui... En fait, on a un programme entrepreneurial qui commence dès la première année, qui est vraiment une image de marque d'ailleurs de l'école d'ingénieurs, et il y en a certains qui rentrent dans cette école d'ingénieurs pour faire ce programme entrepreneurial. Au début, on commence sur des programmes assez... En fait, on appelle ça Young Enterprise Project. C'est un programme d'1 an qui te permet de créer ton entreprise et de la clôturer. L'objectif, c'est pas spécialement de faire du bénéfice, mais c'est de voir toutes les étapes de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et c'est là que j'ai rencontré David. On était de nombreux étudiants, mais c'est là qu'avec David, on s'est dit, c'est top, on veut faire une entreprise. On veut faire quel type d'entreprise? Nous, l'aspect technologique nous tenait vraiment à cœur. Du coup, l'Institut d'optique héberge aussi un laboratoire du CNRS, donc il habitait pas loin. Et c'est via l'AFIE, le réseau, qu'on a pu rencontrer différents porteurs de projets.
C'est aussi une question de chance, bien sûr. Arnaud Dubois, à ce moment-là, il avait la volonté de sortir un petit peu du laboratoire, de rentrer dans le côté opérationnel, de voir la création d'une entreprise. Du coup, c'était aussi lui qui voulait sortir et on s'est rencontrés. Ça a été au début dans un cadre purement étudiant. Travailler la moitié de la semaine là-dessus. Lui, il inventait quelque chose, nous on l'a développé au début, on était vraiment c'était comme un travaux pratique, quoi, mettre en application une idée. Ensuite, on s'est un peu divisé les rôles. Enfin, ça a été très progressif, un peu sur la courbe exponentielle dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, il y a un écosystème global qui nous pousse. Et comme vous le disiez, c'est le fait aussi d'être étudiant qui fait qu'on risque énormément de choses. Souvent, quand on rencontre d'autres medtech, elles sont aussi très jeunes. Et c'est marrant, vu que la medtech, normalement, c'est là où on a besoin d'avoir le plus d'expérience. Et je pense que c'est le fait, justement, qu'on ait peu de choses à risquer en tant qu'étudiant qui nous pousse à vraiment franchir les limites. Et on avait créé l'entreprise avant la remise des diplômes. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la Saclay soirée. Ouais, on va remettre les slides rapidement. Donc là, j'ai pris la liste parce qu'il y a beaucoup de monde à remercier et j'ai peur d'oublier des gens. Donc on remercie d'abord Thomas Boudalier d'avoir accepté de venir. Merci à Anaïs et Damae Medical d'être venus présenter, venus pitcher. Merci à toute l'équipe Sartine-Saclay qui a aidé à l'organisation. Alors, je vais pas les citer. Alors, je vais mettre dans l'ordre Lucie, Mathieu, Lola, Julien, Alexandra, Souki, Sofiane, Kathleen, Andrei, Nestor, Mathieu, Hossein, Quentin, Maël, Laurent, bref, je vais tous les lire quand même. Soufiane, Josiane, Myriam et Lola, même s'il y a des photos affichées. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'IOGS de nous accueillir. Merci à PEPS de nous soutenir. Et on peut maintenant passer au buffet. Merci.